Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la souffrance psychologique au travail, qui est un problème qui touche énormément de personnes. On va en parler avec une psychologue et on va vous aider à décortiquer les mécanismes qui se jouent et explorer des pistes pour vous en sortir. Restez bien, surtout jusqu'à la fin, car on va vous donner énormément de ressources. Allez, on démarre. Bonjour à tous, aujourd'hui c'est une interview et j'ai le plaisir d'interviewer Julie. Donc, bonjour Julie. Julie, tu es Bonjour. psychologue clinicienne en libéral et tu es également auteur du blog sortir de sa dépression.com. Et si j'ai bon, tu t'es spécialisée dans les troubles anxio-dépressifs. Bonjour Julie, est-ce que j'ai tout bon? Est-ce que tu veux ajouter quelque chose par rapport à cette présentation? Non, écoute, c'est parfait, merci Hugo, c'est tout à fait ça. Ok, merci. Alors, dans cet échange, on va parler de souffrance psychologique au travail parce que c'est un sujet qui touche énormément de personnes, y compris des cadres et des managers et souvent en silence et de manière seule. C'est quelque chose que j'ai également vécu et je pense que tu as peut-être vécu aussi dans ton parcours ou en tout cas, tu vois des personnes qui viennent te voir par rapport à ça. Mmh. Mmh. Donc l'idée sur ce sujet de la souffrance psychologique au travail, c'est de comprendre un peu qu'est-ce qui se joue quand on reste comme ça dans une situation qui finalement nous fait du mal et voir s'il y a des pistes, pour essayer de s'en sortir. Alors déjà le terme, c'est vrai que j'utilise le terme de souffrance au travail parce que c'est un sujet, c'est un terme qui recoupe en fait, tout ce qui fait quand on se sent mal psychologiquement au travail. Et donc pour moi, ça mélange un peu toute cette souffrance psychologique qu'on peut avoir au travail, que ce soit, du stress, de l'anxiété, des angoisses, mais aussi, des choses qui sont associées comme de la fatigue, voire même le burn-out, mais aussi des sentiments de manipulation, de la toxicité, des jeux de pouvoir, de la surcharge, des syndromes dépressifs, de la perte de sens, du désalignement, voilà et j'en passe. Je mélange un peu tout ça dans ce terme souffrance au travail. Parce que quelque part, en fait, ce qui compte, c'est comment on se sent et que quand on se sent mal, bah, c'est pas normal, dans notre vie déjà, mais encore plus au travail, je trouve. Voilà. Alors pour commencer, Julie, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, bon, j'ai fait une courte présentation, mais peut-être un peu plus longuement, qui tu es, ce que tu fais, en quoi ça consiste, quel est ton parcours, quel type de personnes tu accompagnes en cabinet? Voilà, dans l'ordre que tu veux. OK, très bien, merci. Écoute, de base, je voulais être psy scolaire, donc j'ai fait un master en sciences de l'éducation. J'ai un parcours assez classique, hein, universitaire. J'ai enchaîné avec un master de psychologie clinique et psychopatho puisque, ben, je voulais être psychologue et puis comme j'ai toujours été passionnée par la sociologie, et que pour moi, c'était important aussi d'avoir en tête, justement l'aspect social, sociétal autour des questions de l'éducation, puisque, ben, l'élève, il est quand même pris dans un groupe classe, l'éducation nationale, c'est quand même, un collectif et cetera. Donc j'ai aussi fait un master en psychologie sociale. Voilà, D'accord. ça c'est pour mon parcours. Après, par rapport à mon parcours, pro, bah, écoute, j'ai été dans différentes, associations. J'ai travaillé très longuement en protection de l'enfance notamment. Donc j'ai travaillé dans des MEX, j'ai travaillé dans une association, où on recevait des personnes, victimes d'abus sexuels. J'ai travaillé aussi en soins palliatifs, donc plus sur le versant, hospitalier. Et puis là, depuis quelque temps, ça va faire, 4-5 ans que je travaille en libéral, donc dans un cabinet libéral où je reçois des personnes, alors bon, je reçois un peu tout type de personnes, hein, de tout âge, voilà. De toute profession, tout arrière-plan professionnel, mais ça va être plus particulièrement des personnes qui ont des problématiques justement anxio-dépressives, donc tout ce qui va être trouble de l'anxiété et puis, dépression, y compris bien sûr burn-out, souffrance au travail, voilà. D'accord, OK. Ouais, donc tu as des personnes, qui sont en souffrance au travail qui viennent te voir aussi. Ouais, je vois que tu as un parcours assez large et que tu as vu aussi des choses assez, pas forcément, faciles à voir, à entendre. Hem, est-ce que, qu'est-ce qu'elles te disent ces personnes quand elles viennent te voir? Est-ce que c'est toujours le même type de parcours, de souffrance? Est-ce que c'est différent? Est-ce que tu vois, est-ce qu'il y a un modèle quelque part dans la souffrance au travail?
Alors par rapport à la souffrance au travail, non, je dirais qu'il y a des profils assez différents. Il y a des personnes qui viennent, en consultation parce qu'elles ont été licenciées, qu'elles estiment par exemple ce licenciement abusif ou incompréhensible, voilà, donc avec une notion très forte d'injustice. Il y a des personnes qui viennent parce que, donc là j'aborde que la sphère professionnelle, hein. Il y a des personnes qui vont venir parce que, elles souffrent de plus, trouver de sens à leur travail, de plus être alignées avec leurs valeurs. Du coup, elles vont essayer de se réorienter, mais elles sont vraiment perdues par rapport à ça. Donc voilà, il va falloir faire un travail aussi de connaissance de soi, de réajustement par rapport à ses besoins, ses valeurs. Il y a des personnes qui, souffrent aussi d'être à la retraite, par exemple. Ça peut générer beaucoup d'angoisse, un sentiment d'isolement, d'inutilité qu'elles ont du mal à gérer, que ce soit pendant les arrêts maladie aussi. On peut retrouver ça aussi pendant les arrêts maladie. Hem, voilà, Peut-être ça peut être les les phases de chômage aussi peut-être? Ce tout à fait, ouais, les arrêts maladie, les phases de chômage, ou la retraite. Voilà un petit peu et puis bien sûr, il y a des personnes qui viennent aussi parce qu'elles sont en burn-out, alors suite parfois réellement à un environnement de travail, considéré comme toxique, et puis après parfois parce que, justement il y a aussi d'autres vulnérabilités, plus personnelles, parfois familiales aussi, qui, bah, fait une accumulation et qui fait que la personne, du coup est également épuisée au travail. Voilà un petit peu pour les différents profils de personnes que je d'accord. reçois, ou que j'ai pu accompagner. Et quand on parle d'épuisement, en fait, c'est pas, parce qu'en fait, on pense souvent à épuisement, j'ai plus d'énergie, quoi, j'ai tout donné, j'ai trop de charge, mais finalement, c'est pas que ça. Non, c'est pas que C'est-à-dire ça que effectivement, ouais, il peut y avoir du coup un épuisement aussi, plus intellectuel, cognitif, où la personne va avoir par exemple des troubles de la mémoire, des grandes difficultés d'attention, de concentration, ouais, donc une fatigue plus intellectuelle. Une fatigue physique, quand même, hein, parce qu'effectivement les personnes en burn-out, témoignent de ça, de vraiment d'une incapacité même à se lever, hein. Parfois ça peut aller jusque là, la personne n'arrive pas à sortir de son lit, la personne n'arrive pas, à se relever devant son ordinateur, la personne, entend des chiffres, mais ça ne fait plus aucun sens pour elle lors d'une réunion. Enfin voilà, ça peut aller jusqu'au bug vraiment du cerveau. Et puis il peut y avoir aussi une fatigue émotionnelle qui va se traduire plus, par exemple un changement d'humeur, un changement de caractère. Donc des personnes qui vont devenir très irritables, avec beaucoup de sautes d'humeur, d'agressivité parfois même, de violence verbale et cetera. ouais, donc c'est au sens large et c'est vrai que c'est ce que tu as dit là, le bug, le cerveau qui bug, le corps qui bug, c'est vraiment ça, quoi. Enfin, c'est cette sensation que c'est parti en vrille et qu'on n'a plus le Mmh. contrôle. Hem, est-ce que, toi-même, tu as vécu des situations de travail qui ont engendré de la souffrance dans ton parcours? Alors j'ai envie de te dire oui et non. Oui et non. Alors pourquoi oui et non? Parce que en tant que psychologue, on a, la chance, d'être obligé, déontologiquement d'être suivi soi-même. Donc j'ai toujours été en thérapie, voilà, D'accord. moi-même. Donc déjà, ça, c'est un point important. J'ai également, toujours plus ou moins été supervisée. Dans le plus ou moins, c'est la nuance qui va, justement engendrer parfois de la souffrance au travail parce que, quand j'ai pas été supervisée par contre et ça a pu m'arriver, que ce soit sur, le temps de travail que j'ai effectué en soins palliatifs ou, sur un temps de travail bien spécifique en protection de l'enfance où je travaillais en fait dans ce qu'on appelle un espace rencontre. Donc c'est un lieu neutre en fait où on organise des visites médiatisées entre généralement des parents heu, qui suite à une séparation ne voyaient plus leurs enfants. Voilà et donc on organise des visites entre ses parents et ses enfants en lieu neutre. Parce que bien sûr, il y a des problématiques, familiales, conjugales et cetera. Et donc là, c'est vrai que par contre, ouais, quand on était plus supervisé en soins palliatifs ou, dans le cadre de la protection de l'enfance, là, c'était vraiment très compliqué, parce qu'on est soumis quand même à des situations, où il y a beaucoup de violence, où il y a beaucoup de souffrance, hem et puis de la part de personnes vulnérables, que ce soit en soins palliatifs ou que ce soit en protection de l'enfance. Donc ça nous touche plus particulièrement. Si en plus, voilà, on a des enfants ou quoi, ça peut vraiment faire écho aussi à des situations plus personnelles. Du coup, je dis oui et non parce que à la fois, voilà, j'ai toujours eu la chance d'être suivie moi-même en thérapie et donc de pouvoir avoir mon espace à moi pour déposer, tout ce que je pouvais vivre de compliqué. La plupart du temps en supervision, donc pareil avec, quelqu'un de neutre et un professionnel qui nous aidait à réfléchir sur les situations les plus compliquées. Mais au fil du temps, j'ai travaillé 10-15 ans, en institution
J'ai D'accord. choisi d'arrêter justement parce que je trouvais que l'institution devenait quand même assez folle, que le système de santé, de mon point de vue, se déshumanise, année après année, où vraiment je sens qu'on n'est plus que dans une grammaire, chiffrée où, les gens ne sont que des lits et des numéros, et ça devenait trop compliqué pour moi et en protection de l'enfance, c'est le manque de moyens tout simplement, où on observe vraiment, un désinvestissement, en tout cas de mon point de vue, hein, des pouvoirs publics sur ces questions-là, de prévention et cetera, où on arrive à des aberrations, qui étaient plus tenables pour moi, où je sentais que c'était plus aligné et c'est pour ça que depuis, 5 ans, depuis le covid en fait, hein, je me suis insta j'ai fait le choix de m'installer en libéral. Parce que justement, j'ai très mal vécu la période du covid, en étant, en institution. D'accord, OK. Ouais, donc tu as eu tu eu un désalignement entre tes valeurs et celles de l'entreprise, enfin de l'institution, dans laquelle tu Ouais, travaillais, quoi. OK. tout à fait, ouais. Et du coup, tu es partie et tu t'es mise, à ton compte, hein, pour créer ton propre environnement qui soit aligné avec tes valeurs. OK. Tout à fait et Hem, c'est aussi comme ça que j'ai créé le blog, parce que pendant le covid, j'ai vu en fait que ce soit, bah, dans mon entourage ou, à l'échelle nationale, flamber les dépressions, les troubles anxieux et cetera et c'est pour ça que je me suis aussi axée sur ces problématiques-là et que j'ai choisi effectivement d'être, bah, à la fois, de lancer le blog sortirdesadepression.com et puis à la fois, monter mon cabinet. d'accord, OK. Ouais, donc le blog, ça a été suite à tous les troubles dépressifs que tu voyais Ouais, pendant pendant le le covid. Covid. OK, Ouais, OK. tout à fait. Parce que les personnes, bah, finalement, elles pouvaient pas trop sortir, donc c'était un moyen de leur mettre à disposition, sur internet, des solutions qui puissent les aider. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais, c'était l'idée effectivement de pouvoir, utiliser le confinement, bah, comme une opportunité aussi à pouvoir, bah, travailler sur soi et avancer sur ces problématiques-là. D'accord, ouais, sans avoir, forcément, enfin, sans qu'ils puissent aller à un professionnel, au moins qu'il y ait quelques outils qui leur permettent, eux, de travailler là-dessus par, leurs propres moyens, d'être, un peu autonomes là-dessus, quoi. Tout à fait, ouais, de pouvoir permettre effectivement une certaine autonomie, sachant que par contre, bien sûr, hein, tout ce que je propose, ça ne se substitue absolument pas, à un suivi médical ou psychologique, mais voilà, c'était un plus en tout cas. D'accord, OK, très bien. Ce que je me demandais là, c'est pourquoi finalement est-ce qu'on reste dans une situation, parce qu'il y a des personnes qui restent longtemps dans des situations comme ça. Je t'ai pas demandé si ça se trouve tu es resté longtemps, finalement, à constater qu'il y avait quelque chose qui allait pas, que tu étais plus aligné avec l'institution et peut-être que ça a duré longtemps, enfin peut-être pas, je sais pas. Mais c'est des situations qui peuvent durer longtemps. Finalement, on n'est pas bien dans son travail et finalement, on reste quand même, Mmh. alors que ça nous fait souffrir. Oui, alors je pense que, cette difficulté à se rendre compte un peu de ce qui se passe et cetera, de mon point de vue, c'est un peu ce que je partageais sur moi, mon propre vécu. Je trouve que notamment, alors bon, moi, c'est le milieu de la santé, mais notamment tout ce qui est, services de soins de santé, et cetera ou des services sociaux. Je trouve qu'il y a vraiment une déshumanisation, Mmh. qui est très délétère de mon point de vue et qui met les personnes qui souhaitent, bien faire, dans un conflit, bah, parfois insoluble. C'est-à-dire qu'à la fois on souhaite vraiment aider ces personnes-là, en situation de vulnérabilité, et en même temps on n'a pas les moyens, nécessaires pour les aider. Donc ça crée, forcément des conflits internes qui peuvent aller justement jusqu'au burn-out, jusqu'au désalignement dont tu parlais. Après je pense que l'ambiguïté elle est aussi, due au fait que, très bêtement, l'OMS a mis énormément de temps à intégrer le burn-out, dans la classification internationale des maladies. Mmh. Je crois que c'est depuis que 2019 que c'est intégré. Hem Et en plus, elle en parle pas comme une maladie à part entière, mais vraiment comme, un phénomène lié au travail. Donc déjà voilà, le burn-out, il est pas reconnu en fait comme une, en tout cas, c'est pas reconnu de manière automatique comme une maladie professionnelle. Ça peut l'être au cas par cas, mais voilà, il y a vraiment des critères assez stricts. Déjà parce qu'il faut que ce soit, enfin, il faut prouver en fait que la pathologie est réellement et essentiellement directement, causée par le travail. Elle va prouver quelque chose d'invisible. Ouais et puis en plus, il faut justement, montrer aussi que ça a entraîné une incapacité, donc une IPP, incapacité permanente partielle d'au moins 25. Donc c'est quand même assez important. Du coup, bon, voilà, il y a déjà cette première, je pense, ce premier frein-là, qui fait que les personnes ont du mal à réaliser que, ce n'est pas forcément, de leur fait, s'ils se sentent mal au travail, s'ils se sentent désalignés, s'ils se sentent, en situation d'épuisement et cetera.
Enfin, moi, je sais que ça, j'ai quand même mis 1 an et demi avant que je comprenne que c'était pas moi, enfin que c'était pas ma santé physique, mentale, mais que c'était lié à, enfin, c'était l'environnement de travail et moi, enfin les deux ensemble, qui engendraient mon mal-être. Et encore, c'est quelqu'un qui me l'a fait comprendre. Ouais, bien sûr. On a souvent, hein, besoin du regard, d'un regard extérieur pour réaliser un peu ce qui se passe. Alors après, c'est une question un peu touchy parce que de mon point de vue, en tout cas, bon, déjà, c'est multifactoriel. Oui, Je dis ça parce que face à un environnement toxique, on va pas tous avoir les mêmes, réactions ni les mêmes, c'est stratégies ça. défensives et c'est un peu comme avec le stress. C'est-à-dire que, il y a des événements, de vie qui vont pouvoir être décrits, par une immense majorité comme étant objectivement stressants. Mais pour autant, bah, les réponses et les niveaux de stress observés chez chacun, bah, vont pas être les mêmes. Donc pour le burn-out, c'est un petit peu, pareil selon moi. C'est-à-dire que oui, il peut y avoir effectivement des caractéristiques personnelles ou des histoires de vie, bah, voilà, propres à chacun, qui vont, aggraver ou accélérer le phénomène de burn-out. Mais je pense, cela dit, que ça n'empêche absolument pas le fait qu'il y a réellement un problème actuellement, que ce soit dans le milieu de l'entreprise ou, comme je disais tout à l'heure, enfin dans le secteur du soin, de la santé et cetera. De mon point de vue, il y a quand même vraiment des soucis parce que, quand on regarde les chiffres, bon, les statistiques, elles sont accablantes. Ouais, Je me ouais, rappelle ça d'une augmente enquête, d'année en année, c'est fou, quoi. Ouais, ouais. ouais, voilà, je sais qu'il y a des enquêtes qui sont faites régulièrement, notamment l'enquête, Opinionway. ouais, ou l'enquête, SUMER, sur les risques psychosociaux. Je crois que ça date de 2017, Et tu en as une 2019. qui est faite aussi, de manière continue tous les trimestres, depuis le covid, en fait. Parce qu'au Ouais, début, pour surveiller, ils l'ont maintenu et c'est ouais. fou, son augmentation, ouais, constante, quoi. Ah bah, oui, je crois que c'est un cadre sur 2, hein. C'est un cadre sur 2 qui s'estime être en situation d'épuisement ou en tout cas avoir une surcharge de travail Ouais, voilà, c'est ça, selon les stats et conséquente. selon le degré où la question posée, tu es entre 50 et 80, en fait. C'est Voilà, assez c'est assez dingue. énorme. Donc bon, on voit bien quand même qu'il y a un souci. Donc voilà, je veux bien rappeler que bien sûr l'idée c'est pas du tout de culpabiliser, bah, les personnes qui nous écoutent. C'est pas de l'idée de rajouter du mal-être au mal-être, mais c'est voilà de prendre conscience que c'est à la fois, quelque chose de collectif, heu, mais malheureusement vu que c'est difficile d'agir collectivement, ben, c'est une problématique sur laquelle en tout cas on peut agir de mon point de vue, à titre individuel. Voilà. Juste par rapport à ce que tu disais sur le fait que, ça me fait penser à autre chose. Ouais, pardon, du coup, je risque de digresser un Non, peu. pas C'est pas de un peu souci. mon Non, mon non, souci j'étais parce là. que parce que j'y pense. Quand tu as évoqué le fait que, au départ, bah, tu pensais vraiment que c'était toi ton un problème lié à ta personne, à tes résistances et Bah, cetera. moi, ce que je ressentais, c'était d'abord des symptômes, en fait. Des symptômes, Mmh. physiques, tu vois? Des vertiges, des fourmillements, des choses comme ça, en fait, des crises d'angoisse, mais je savais pas que c'était des crises d'angoisse, tu vois? Donc, tout ce qui est Mmh. associé à ça. Mmh. Et donc j'ai agi par rapport à ça. OK, Donc ouais, forcément, donc ça a été un parcours, médical, tu vois? ouais, Avec différents d'accord, spécialistes et tout ça. ouais. Ouais, ce qui est compréhensible aussi, hein, effectivement. Après, et après du coup, donc tu as fait le choix de quitter, ton travail parce que tu as compris que c'était ça qui jouait aussi? Non, je l'ai pas quitté, en fait, j'ai agi sur moi et j'ai aussi créé une issue en créant mon projet, Zen Effort, en fait. Mmh, OK. En fait, enfin, comme tu dis, comme tu dis, on peut pas forcément changer les choses, enfin changer le monde de l'entreprise et tout ça. Il y a 2-3 choses qu'on peut faire, mais tu peux pas changer globalement la culture qu'il peut y Oui. avoir. Donc il faut voir ce que toi tu peux faire à ton niveau. Mmh. Donc il y a du travail sur soi en effet et puis après bah, se donner des solutions, se donner des issues Mmh. et donc bah, l'une des issues pour moi ça a été Zen Effort, D'accord, OK, super. un projet personnel, voilà. Ouais, ouais, non, super. Hem, ouais, donc c'est ça, c'est parce que, enfin, les personnes quand elles se résignent, c'est parce qu'elles se disent qu'elles peuvent pas changer le monde. Mais en fait, c'est pas ça qu'il faut regarder. Il faut regarder ce qu'on peut faire à notre niveau et au niveau de son monde à nous, de son environnement, sur nous et cetera. Mmh. Le Et problème, si tu veux, souvent avec le burn-out, c'est que, ça abîme aussi l'estime de soi, la confiance en soi, ouais, ouais, et que du coup, ça réduit, comment dire? On a d'autant plus l'impression qu'on peut rien changer, qu'on ne peut on que peut rien faire, subir, ouais. Mmh. parce que justement ça abîme aussi l'estime de soi et la confiance en soi et par rapport à ça, La j'aimerais quand même perception de nos rappeler compétences. pardon? Non, et je dis la perception de nos compétences, c'est ça que tu veux dire dans la Ouais.
Ouais, tout à fait, ouais et je voudrais quand même rappeler justement que enfin, aux personnes qui nous écoutent, ça me paraît vraiment très important, que le burn-out, c'est quand même, le lot des gens, qui veulent bien faire, quoi. Qui sont consciencieux, qui sont méticuleux, qui sont empathiques, bon voilà. C'est sûr que les gens, qui n'en ont rien à faire, de l'entreprise, ou des autres, de l'équipe et cetera, bon, eux, ils feront pas de burn-out, hein, c'est clair. Donc voilà, toujours dans l'idée de déculpabiliser aussi les personnes qui nous écoutent, c'est vraiment, le burn-out, c'est malheureusement le lot de ceux qui veulent, faire au mieux. Et c'est pour ça qu'il y en a autant dans la santé, parce que les personnes, elles veulent aider les autres, veulent les Mmh. soigner et donc quand il y a un gros clash comme ça, forcément c'est juste plus possible. Et ouais, Tout à c'est fait. ça, c'est les personnes qui veulent bien faire, donc on y retrouve notamment, bah, si on pousse au bout, et il y a un mot qui est à la mode, c'est le côté perfectionniste, mais bon, c'est un mot qui a une connotation un peu négative, mais en fait, c'est les gens qui veulent bien faire. Donc bien Ouais. faire pour les autres ou bien faire pour soi. Mmh. Moi, je suis quelqu'un qui fait bien les choses, donc je vais bien fignoler mes choses, mon travail, mes présentations et cetera et ça, c'est vrai que ça peut nous emmener, là-dedans. C'est Ouais, ouais, non, mais tout à fait, hein. Mais voilà, c'est généralement des les personnes, hein, qui font des burn-out, en fait, c'est généralement des personnes, très compétentes, hein. C'est des personnes souvent, bah, très utiles, très utiles et très performantes, dans leurs entreprises, dans leurs équipes et cetera. Le problème, c'est que alors, je pense à ça aussi, pardon, je digresse à nouveau, mais parce que souvent j'entends, l'importance, d'un management, bienveillant, mmh. d'une hiérarchie bienveillante et cetera. Bon, bien sûr, hein, c'est quand même plus agréable de travailler dans un cadre, et une ambiance, sympathique et bienveillante, bien sûr. Cela dit, je me permets quand même de rappeler que, bah, ce qui peut mener au burn-out, c'est aussi, l'incompétence en face. C'est-à-dire le fait de voir que malgré tous nos efforts, si notre hiérarchie, si notre supérieur, bah, clairement n'a pas les compétences, requises, pour son poste ou pour, les missions, qui lui sont confiées, ben, ça peut aussi nous mettre en burn-out. Parce que, gérer l'incompétence au quotidien, c'est assez insupportable en fait, de devoir rattraper les erreurs, À compenser, en fait. de son Ouais, chef et cetera. compenser. Bah, oui, c'est voilà, donc il y a aussi des Mais burn-out comme ça, hein, dus tout simplement aussi à l'incompétence, alors d'une personne, en responsabilité ou d'un service et cetera. Faut ou des voilà. collègues, peut-être des collègues et du coup, Ou on des doit collègues, compenser. ouais, tout à fait. Ouais, ouais, tout à fait. OK et du coup, qu'est-ce qui va nous freiner? Qu'est-ce qui va faire qu'on va rester, quand même dans un travail toxique alors qu'on du coup, on s'est rendu compte que, finalement, ça va pas? Ça, c'est quelque chose qui nous fait du mal. Alors je pense qu'il y a bien sûr, hein, il y a plein de facteurs possibles et ça va dépendre là encore, hein, de la personnalité du professionnel, ça va dépendre aussi de son histoire familiale, bon et parfois juste, de l'environnement, dans lequel il baigne, professionnellement parlant. Parce qu'il y a aussi une culture de l'entreprise qui est très branchée, Ouais. performance, et cetera ou dans le soin, sacrifice et cetera. Donc ça aussi, bien sûr, ça va influer. Cela dit, on peut imaginer que, un des premiers facteurs, ça va être, la peur de perdre, en fait, son identité professionnelle, son statut. Très souvent quand même pour les cadres notamment, les cadres, les managers. Bon, le travail, c'est pas simplement un salaire, quoi. Ça structure quand même aussi, ben, leur identité, leur place dans la société, le sentiment d'être utile, et puis du coup, bah, ça veut dire que quitter un poste, c'est quand même aussi risquer, de perdre une reconnaissance, qu'on a parfois, acquis durement, de longue date et cetera. Ouais, Donc toutes les années d'expérience, la réputation qu'on s'est construite dans l'entreprise. ouais, aussi, C'est tout quelque à chose fait. qui va nous suivre finalement. C'est un bagage qui est lié à l'entreprise et que quand on change, bah, finalement ça reste. C'est des bagages qui Ouais. restent. Ouais, 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 tout à fait. Donc voilà, ça peut être un 1er frein, la peur de perdre son identité, D'accord. professionnelle. Et puis aussi parfois, il y a des choses, alors bon, je suis psychologue, hein, donc je fais un petit peu des détours, aussi par l'histoire, familiale et le passé de chacun, pour expliquer aussi les choses. Mais par exemple, ça peut être des histoires, plus enfouies, plus inconscientes de, par exemple, loyauté familiale. Parce que ce poste-là, et ben, c'est, notre père, notre mère, notre oncle, qui nous l'a trouvé. Parce que ce poste-là, c'est D'accord. celui dont a toujours rêvé, notre grand-mère, notre grand-père, ou je ne sais pas qui. Bon, vous Nos voyez, parents, voilà. qui voulaient qu'on fasse des études et qu'on soit, bien positionné, qu'on ait un bon poste, et Exactement, cetera. donc ouais, ça peut être aussi, voilà, toutes ces projections familiales, toutes ces attentes, de la part de notre famille, de notre conjoint, de nos proches, qui peuvent aussi nous mettre la pression et nous empêcher de, bah, de quitter un travail qui est toxique.
Après, il y a quelque chose qui est alors parfois très contre-intuitif, et qui se retrouve aussi dans tout ce qui est trouble anxieux. C'est en fait une dépendance, alors à la fois psychologique, à la fois, réellement chimique. Parce que quand on est dans des états comme ça de d'épuisement, il y a une chimie bien spécifique qui va se mettre en place, donc de d'adrénaline, noradrénaline, cortisol, et quand notre corps il baigne là-dedans, des mois, voire des années, ben, malheureusement ça crée vraiment aussi une dépendance. Heu D'accord, donc il peut y d'accord. avoir aussi ça, la difficulté, je sais que ça peut paraître fou, hein, mais ça Ah peut être ouais, aussi la difficulté pour la personne de se dire: «En fait, si je lève le pied, je vais être en manque, je vais être en manque de ce sentiment d'urgence, en fait». De ça devoir, c'est courir dans les couloirs, de devoir, finir, dans des délais improbables, voilà. bah, je sais que dans un travail, c'était une quinzaine d'années, c le poste, on était dans l'urgence permanente, Mmh mh. sur des crises informatiques. Mmh. Et il y avait donc ce côté, d'être partout, d'organiser, de «sauver le monde» entre guillemets, tu vois? Évidemment, Mmh. à un autre niveau et avec cette reconnaissance à la fin. Alors évidemment, tu comptes pas tes heures et tu comptes pas non plus les pauses que tu fais pas. Mais c'est ça, tu es dans cette adrénaline et dans cette activité permanente, et tu as raison, c'est comme une drogue un peu, hein. Bien sûr. On est tout le temps dans le feu on a aussi c'est récompensé par cette sensation de se sentir utile, Et oui, bien d'avoir sûr. pu faire avancer les choses et du coup ça enchaîne et ça s'auto-alimente. Mais on est vraiment dans un état de bien-être, hein, quelque part, hein. C'est-à-dire qu'à la fois on se fait mal, au corps sans s'en rendre compte et à la fois on est dans un état de bien-être parce que, on a ce qu'on sent c'est ouais, il y a toutes ces hormones, hein, qui qui nous font ressentir ça aussi, mais donc on se sent bien, quoi. On se sent bien Bien tout en sûr. faisant mal. Ouais, non, non, tout à fait, hein. C'est vrai que ça peut être aussi un piège, justement, cette reconnaissance sociale et le fait que, bah, si notre travail, nous offre une validation extérieure, bah, ça nourrit quand même l'estime de soi et l'ego et cetera, et ça peut aussi être un frein au départ. Bon, même si petite parenthèse, après, je crois vraiment que profondément tous les êtres humains ont besoin de reconnaissance, c'est tout à fait normal. Ouais. Je veux dire, c'est pas, non plus un problème de chercher, à faire valoir sa valeur et à ce que notre valeur soit reconnue, à se sentir utile, hein. Il y a pas de problématique enfin, c'est pas du tout pathologique, bien sûr, mais malheureusement, parfois, voilà, ça peut prendre le pas, bah, sur presque le réflexe de survie qui serait de partir si le travail est trop toxique. Donc, ouais, il y a cet aspect-là aussi. Alors si je continue de dérouler un petit peu, par rapport à ta question, il y a aussi ce qu'on appelle, le coût d'investissement irrécupérable. C'est-à-dire que c'est un biais cognitif. J'ai perdu le mot en anglais, normalement ça se c'est un terme anglais, je l'ai perdu. Hem, mais ça veut dire que, le cerveau en fait, le cerveau humain, il a beaucoup de mal à accepter la perte, quelle qu'elle soit, et donc pour lui, il va croire que, c'est gâché. C'est-à-dire que tous ces efforts qu'on a faits, tous ces échelons qu'on a gravis, tout ça, c'est réduit à néant si on s'en va, quoi. Donc c'est on est allé «trop loin» entre guillemets, et le cerveau se dit: «Ouh là là, ce serait plus compliqué que de quitter l'entreprise maintenant, que de continuer même si on va dans le mur. Ouais, Hem, c'est comme les projets, quand on se lance dans des projets ou même d'entreprise et qu'on est en train de on se rend compte à un moment que la route qu'on a prise, elle ne donne pas de résultat, et pour autant, si on devait changer, on se dit: «Non, on va pas changer, on va insister parce que peut-être que c'est encore un peu, voire même on va abandonner, mais on va pas recommencer autre chose, on va pas choisir un autre quelque chose d'autre parce que c'est recommencer, c'est refaire tout le travail». mmh. Ça ressemble un peu à ça, je trouve. Ouais, tout à fait, hein, tout à fait. Alors ça, en plus, cumulé avec, bah, la peur de l'inconnu, de l'après et cetera, du vide, ça fait trop peur. C'est-à-dire qu'on se dit: «OK, je quitte ce travail, mais bon, qu'est-ce que je vais trouver derrière? Comment ça va se passer?» et cetera. Donc il y a beaucoup de peur, hein, souvent, hein. De toute façon, Mmh. le cerveau, ce qu'il recherche, c'est, bah, fuir la douleur, fuir la peur et aller vers le plaisir. D'accord. Mmh. Donc c'est sûr que pour lui, c'est plus plaisant, finalement, de rester dans une situation qui est souffrante, mais au moins qui est connue, que d'aller Il vers l'inconnu. s'accommode, Il ouais. peut y avoir aussi ça. Mmh. Il peut y avoir aussi ça, S'accommode ouais. d'une situation connue, qui OK, ça nous fait du mal, mais je la connais celle-là, on s'en accommode. Ouais, Ouais. tout à fait.
Tout à fait et après par rapport à ce qu'on décrivait un peu de, ce que tu disais, enfin, tu vois, d'être shooté à l'adrénaline et puis de se sentir très utile et d'avoir l'impression de sauver le monde, chaque lundi. Ça peut aussi, et là, du coup, je rejoins des caractéristiques qui vont être plus personnelles, plus, propres à chaque individu. Parfois aussi, le travail, vraiment, ça prend une place prépondérante dans la vie de la personne. On parle de différents domaines de vie, on en voit 8 ou 12. Et c'est comme si pour la personne, le domaine de vie essentiel, prioritaire, absolument nécessaire à sa vie, c'était le travail. Et ça peut être dû à, une, heu, une sensation de vide, une angoisse existentielle un peu de se dire, et ça on le retrouve par exemple beaucoup dans les temps justement de chômage, d'inactivité quelle qu'elle soit, de retraite, de chômage, d'arrêt maladie. Les personnes, peuvent, partager un sentiment d'angoisse existentielle, de se dire: «Mais en fait, si je fais pas voilà, si je travaille pas, qui je suis? Est-ce que je mérite de vivre? Qu'est-ce que j'apporte à la société? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Et du coup, d'être confronté à des grandes questions comme ça, qui peuvent aussi renvoyer à des problématiques de couple, des problématiques parentales, où les personnes, par exemple, ont délaissé leur vie familiale et puis, quand ils arrêtent leur travail ou qu'ils perdent leur emploi, ils se disent: «Ben, merde, en fait, je m'aperçois que ça va pas du tout avec ma femme, avec mon mari, ça va pas avec mes enfants, ça va pas avec mes parents», bon, peu importe. Mais en tout cas, ça peut aussi confronter à des questions qui sont, malaisantes, voire angoissantes. Donc la personne, elle peut aussi se dire: «Oh là là, je vais continuer dans ce travail parce qu'au moins je souffre, oui, mais je sais pourquoi. Je sais d'où vient ma souffrance. Si je quitte cette souffrance-là, je risque de retrouver d'autres souffrances, Mmh. d'autres angoisses sur Ne lesquelles pas j'ai pas envie de maîtriser. travailler. Ouais, je Ouais. suis pas prête à travailler, quoi». OK, ouais, je comprends. Ouais, ouais, là encore, c'est de l'inconnu, c'est de la sensation de non maîtrise, non contrôle de sa vie. Mmh. OK, très bien. Et finalement, est-ce qu'il y a un moment où, il y a quelque chose qui peut provoquer un déclic? Où on se dit: «Bah, là, il faut vraiment que ça change» ou alors il y a pas de enfin, je sais qu'il y en a si elles ont ils ont des déclics, hein, soit ils sont complètement acculés, des choses comme ça ou mais il y a des personnes pour lesquelles finalement jamais elles feront quoi que ce soit. Mmh. Je sais pas s'il y a, qu'est-ce qui selon toi peut provoquer un déclic? Bah, les déclics, ils peuvent être de différentes natures. Effectivement, ça peut être quelque chose d'assez, brutal. Alors là, j'ai en tête, parce que bon, ça fait aussi partie de mon histoire, parce que j'ai des profs qui travaillent à France Télécom et qui, malheureusement ont eu un de leurs, collègues qui s'est suicidé. Donc voilà, ça peut être un choc comme ça, hein, clairement un événement traumatique dans l'entreprise qui, fait prendre conscience à la personne de la gravité de la situation quand même. Ça peut être aussi une alerte, venant de l'extérieur, c'est-à-dire, quelque chose qui fait miroir. Un collègue, ou un proche qui, dit à la personne: «Là franchement je te reconnais plus», parce que la personne par exemple pète les plombs, de façon récurrente, ou est je sais pas, un regard vide, est complètement robotisé et cetera et du coup, ça peut aussi être un déclencheur quand même. D'où l'intérêt, hein, quand même pour les proches aussi, et pour les collègues d'alerter, hein, d'alerter la personne, d'alerter, la hiérarchie, d'alerter la médecine du travail. Enfin voilà, faut de mon point de vue, c'est un droit, mais aussi un devoir, hein, je crois, que de pas laisser, ses collègues, être dans des situations, d'harcèlement, quels qu'ils soient et cetera. Ouais, je Donc suis d'accord. voilà, ça peut être aussi un déclic et puis le déclic, ça peut être, comme tu dis, être acculé, c'est-à-dire comme ce que je décrivais tout à l'heure, être au fond de son lit et ne pas pouvoir, physiquement bouger, bugger en réunion, parce qu'on comprend plus rien, ça peut aller effectivement, sur des symptômes physiques, avoir une crise d'angoisse très aiguë, hem, Voilà, c'est avoir le des corps qui les oblige vertiges, à bouger. exactement. Généralement, c'est ça, hein, c'est vraiment le corps qui lâche, en fait. Alors je sais que ça me fait un peu penser aussi aux problématiques, alcooliques. Hem, alors bon, voilà, je sais pas si ça parlera aux gens ou pas, mais c'est un peu l'image que j'en ai aussi où, les personnes qui souffrent d'alcoolisme, elles peuvent décrire ça, que leur corps, tient et sur des quantités d'alcool, absolument astronomiques, mais un jour, le corps lâche. Donc c'est un peu cette notion-là où, je sais pas, pour reprendre une autre image peut-être un peu plus heureuse, de la voiture. C'est-à-dire la voiture, on peut, malmener sa voiture, on peut ne pas tenir compte de tous les voyants, qu'il y a sur notre tableau de bord. Au bout d'un moment, la voiture, elle va s'arrêter et ça va être la panne sèche, ça va être, la panne, Ouais. quoi.
et donc il va bien falloir aller voir ce qui se passe sous le capot. Donc c'est un peu cette idée-là. Parfois c'est brutal, parfois c'est une accumulation, c'est-à-dire que ça va être une goutte de trop. Petit à petit, la personne, elle se rend compte que justement tous ses efforts sont pas du tout récompensés, qu'elle, se couche de plus en plus tard, qu'elle voit de moins en moins sa famille, que, l'ambiance est de plus en plus délétère au travail, et cetera. Donc ça va être une accumulation de petites choses sur des mois, voire des années, hein, parfois. Hem Et c'est pour ça aussi, peut-être quand c'est plus insidieux comme ça et plus, que ça s'étale plus dans le temps, la personne a d'autant plus de mal à quitter le travail. Je sais pas si tu connais cette image-là du de la grenouille qu'on plonge C'est ça. dans une eau bouillante. Elle sort de suite, mais si tu la mets dans de l'eau froide et que tu amènes petit à petit, minute après minute, l'eau jusqu'à, 100°, ben mal enfin, c'est fou, mais la grenouille reste dedans, en fait. Elle se Ouais. laisse, bouillir, petit à petit. Voilà, donc je pense que c'est peut-être ça aussi qui explique que certaines personnes ont plus de mal à prendre une décision radicale. Hem, je pense qu'il y a aussi justement toutes les fausses croyances associées, à la souffrance au travail, croire qu'on est seul, croire que c'est de sa faute, donc toute la honte associée. Qui font que les gens, justement essayent de tenir encore et encore et encore. Et puis je pense peut-être aussi parfois un isolement. Enfin, je sais que dans des environnements très toxiques de travail, on va générer, beaucoup de conflits, entre les salariés, beaucoup de compétition, voire de suspicion, et cetera. Donc la personne qui va se retrouver à l'écart, jour après jour à la machine à café, bon, elle aura elle aussi d'autant plus de mal à trouver du soutien, à trouver une écoute extérieure, à trouver une validation aussi extérieure de sa souffrance, et donc à avoir le courage de démissionner, de quitter son poste, et cetera. Ouais, Je et ce pense que que ça tu peut jouer disais aussi. tout à l'heure, que quand on voit des gens comme ça, il faut leur dire d'alerter, et que s'ils osent pas, peut-être alerter pour eux, en tout cas. Et alors, pour avoir déjà rencontré des personnes dans ce cas-là, au travail, Mmh. souvent elles savent pas quoi faire. Elles se disent: «Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse?» «Je sais pas, tu as déjà des numéros, enfin des contacts harcèlement, il y a de Mmh. l'inspection du travail, il y a la médecine du travail». Il y a les syndicats, enfin, il y a plusieurs, plusieurs, contacts possibles comme ça qui peuvent aider Ouais, bien sûr. Ouais, tout et à fait. auxquels on ne pense pas, en fait, et souvent les gens n'y pensent pas. Déjà, c'est rare de savoir qu'on a un collègue, qui subit une telle souffrance parce qu'il Mmh. la garde pour soi. C'est quelque chose qu'on garde en privé la plupart du temps. Mmh. Peut-être qu'il y a un ou 2 collègues qui est au courant, et encore peut-être qu'ils en parlent, mais peut-être que juste au niveau des symptômes, sans aller un cran au-dessus en disant que, c'est parce que je me sens pas bien ou des choses comme ça. Et Mmh. du coup, c'est vrai que ça se sait pas. Ça se sait pas, donc déjà, on sait pas quand on a d'autres collègues autour de nous qui sont en souffrance au travail, et même quand on le sait, ou même si eux, ils s'en rendent compte, finalement, ils savent pas quoi faire, ou on sait pas quoi leur dire de faire. Et donc, il y a ça, il y a des alors, il y a au moins la médecine du travail. Ça, c'est quelque Mmh. chose qui est quand même, qui reste quand même un peu anonymisé et indépendant par rapport à des, points de contact, harcèlement ou, heu, ou souffrance à travail qui peuvent exister dans certaines entreprises, et on peut avoir peur de les contacter parce que ça peut ne pas être anonyme, ou ça peut être des gens qui sont des points relais, qui sont dans sa propre entreprise, et finalement, on n'a pas forcément confiance. Mais bon, en tout cas, il reste des points de contact, au moins la médecine du travail, et peut-être des syndicats. Bon, tout le monde n'a pas non plus confiance dans les syndicats, donc c'est à voir, quoi, mais il y a des choses qu'on peut faire, il y a des contacts qu'on peut utiliser pour se faire aider, en tout cas. Mmh. Parler à des collègues, de confiance, ou au moins à des amis de confiance, je pense que ça peut aider. Bien sûr, et puis après souvent le problème dans le burn-out, c'est qu'on reste justement, trop enfermé dans la sphère professionnelle, hein. Ce que je pouvais partager tout à l'heure de la personne qui, va s'adonner au travail et en oublier tous les autres domaines de vie. Donc ce que je propose aussi, c'est, justement d'aller chercher de l'aide, à l'extérieur. Donc comme tu disais, de pouvoir se confier à des amis, à ses proches, à pouvoir bien sûr consulter, psychologue, psychiatre, hem que ce soit en visio, que ce soit en présentiel. Donc peut-être aussi, pourquoi pas, sortir justement, de l'entreprise, sortir un peu du monde professionnel pour sortir la tête de l'eau aussi et ne Mmh. pas rester enfermé, y compris dans sa tête. Voilà, Ouais, et c'est pas que de l'évitement pour se changer les idées, c'est aussi pour, changer de cadre et changer son mode de pensée par rapport aux événements. tout à fait, ouais, tout à fait.
Et du coup, quand on si on se dit qu'on subit du stress, une perte de sens, ou qu'on est peut-être en train d'aller vers du burn-out, comment est-ce qu'on peut reconnaître le moment où ça bascule? Finalement, quels sont les signaux d'alerte qui pourraient, enfin les signaux qui pourraient nous alerter, en fait? Alors ouais, donc par rapport à ça, je tiens quand même à préciser que, je suis pas psychologue, du travail. Donc je sais qu'il y a des collègues D'accord. qui sont vraiment justement spécialisés sur ces problématiques-là et qui du coup seront peut-être plus fins dans leurs réponses et plus spécifiques. J'accompagne des personnes qui ont pu être en situation de burn-out ou qui, Mmh. sont en situation de ouais, d'épuisement au travail ou, de souffrance au travail. Mais voilà, juste petit disclaimer. D'accord, ouais. Hem Après donc par rapport à ce que tu partageais sur les signaux qui peuvent nous alerter, bah, je sais qu'en tout cas, il y a un questionnaire en ligne qui s'appelle, CBI, Burnout, Inventory, Copenhagen Burnout Inventory. Je parle très mal anglais, pardonnez Ouais, mon c'est bon. accent, terrible. Inventaire du Heu, burn-out de Copenhague. voilà. Exactement et donc ça permet un diagnostic en ligne. Alors je précise bien sûr, là de nouveau disclaimer, ça ne remplace absolument pas une consultation auprès d'un Forcément. psychiatre ou d'un psychologue, du travail ou de la médecine du travail, mais ça peut déjà permettre à la personne d'ouvrir les yeux quand même sur, son niveau de stress, sur, l'impact de sa vie professionnelle, sur son bien-être. Donc ça, je pense, ça peut être, intéressant quand même. Ouais. Les signaux, si je devais un peu les synthétiser, c'est en tout cas l'idée de s'intéresser à l'intensité des symptômes. Donc, si vraiment les symptômes, bah, sont justement importants, c'est-à-dire qu'ils peuvent aller jusqu'à être handicapants, invalidants, là clairement, il y a plus de doute à avoir, hein, sur, Ouais, il y a pas le choix, quoi. l'origine du problème, voilà. Et puis sur le fait que, par exemple, donc si on prend juste l'épuisement, la notion d'épuisement, bah, c'est très différent d'avoir un coup de fatigue qui donc par définition va passer si on se repose et cetera, si on prend du temps pour soi, et d'un épuisement qui ne disparaît pas malgré les pauses qu'on peut prendre, malgré les temps de déconnexion de week-end et cetera. Donc ça clairement si la fatigue elle reste persistante, voire même qu'elle s'aggrave, ça c'est vraiment un signal qui doit très clairement nous alerter. Après c'est tout ce qui va être, heu la perte de motivation, la perte d'implication, des personnes qui se reconnaissent plus, qui se voient être, très robotiques, très, voilà, désaffectivées, hem, où il y a plus de sens, on va être très cynique, on se sent très détaché, plus rien ne nous importe, on ressent plus rien, on a vraiment cette impression d'être vidé émotionnellement. Ça clairement, ça peut être aussi un gros signal d'alerte. Mmh mh. Ça peut être aussi ce qu'on partageait tout à l'heure, les troubles cognitifs, donc voir qu'on a des troubles du sommeil qui entraînent des difficultés à se concentrer, des oublis, des erreurs enfin, on se voit faire des erreurs qu'on n'a jamais, faites, je sais pas, des erreurs qu'on n'a jamais faites. Hem, Ça peut être aussi bien sûr, là encore, ben, un signal d'alerte. Donc voilà, tout ce qui va nous montrer qu'on est bien moins efficace, qu'on se sent, très mal, y compris physiquement, hein, ça parce que comme on disait tout à l'heure, c'est vraiment le corps qui parle. Donc ça peut être des maux de tête, des douleurs musculaires, ça peut être beaucoup de maux de dos, hein, on retrouve beaucoup de maux de dos et de troubles digestifs. Ah ouais, ça Ça peut être des nausées, des vertiges, voilà, tout ça, ça peut être vraiment inquiétant s'il y a pas d'explication médicale. Ça aussi, c'est clairement des signaux d'alerte. On l'a évoqué aussi, les changements de caractère, c'est-à-dire les personnes qui vont devenir très irritables ou qui vont pleurer tout le temps, sans savoir pourquoi. oui, l'état Ça de clairement, bah, voilà, émotionnel, ouais. Mmh. ouais, cette hypersensibilité, cette hyperémotionnalité, là aussi, elle est vraiment, bah, à entendre et à repérer. Et puis voir que c'est vraiment un cercle vicieux, hein. C'est-à-dire que si ça fait plusieurs semaines, enfin moi voilà, je vais être claire, quelqu'un qui viendrait me consulter et qui me dit que ça fait 3 voire 4 semaines que ça dure, très clairement pour moi, faut vraiment commencer à se poser des questions, très sérieusement. Ouais, et puis souvent c'est des ça fait des années, en fait. Ouais, généralement, c'est ça le problème, hein, du burn-out, c'est que ça s tous ces c'est vraiment un cercle vicieux. Donc tous ces symptômes, qu'ils soient physiques, cognitifs, émotionnels, bah, ils vont effectivement s'installer très progressivement. Et c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure avec, l'image là de la grenouille dans la dans la Ah, marmite mardi. qu'on met à bouillir. C'est un petit peu ça le problème, hein, c'est que voilà, c'est insidieux. Ça peut être insidieux. Parfois, comme on disait, hein, ça peut être aussi, voilà, vraiment brutal et suite à un changement de direction où, tout s'emballe très vite et en quelques semaines, on voit qu'on va pas suivre le on va pas suivre le tournant. Mais voilà, parfois, c'est effectivement plus insidieux.
D'ailleurs, j'aimerais faire un aparté, petite parenthèse par rapport à ce que tu dis là quand tu parles de d'insidieux. C'est que souvent on pense que, ce qui provoque ça, bah, c'est, en gros, c'est la surcharge au travail, et ça, c'est quelque chose de visible quelque part et Mmh. moi je pense qu'il y a des choses qui sont, beaucoup moins visibles et qui sont au moins autant toxiques et d'autant plus par le fait qu'elles sont pas visibles et c'est tous les éléments de toxicité au travail, de manipulation, de managers pervers narcissiques, de comportements, enfin de voilà, d'éléments psychologiques qui sont qu'on voit pas et qui peuvent être manipulateurs sur les individus. Et ça, c'est des choses qui, voilà, sont complètement invisibles et qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Ouais, tout à Alors fait, hein, bien sûr, il y a comme tu disais aussi, il y a des enjeux de pouvoir et cetera. Et puis des traits de personnalité, hein, de personnes plus ou moins, bienveillantes, qui vont bien sûr jouer aussi, hein, sur, le fait de créer une ambiance, bah, voilà très délétère, ou un management très agressif, très culpabilisant, très pressurisant. Donc ça bien sûr, ça va être effectivement plus long aussi à repérer, sûrement plus long à dénoncer aussi, et encore plus long j'imagine à condamner, à faire condamner. Donc oui, il y a tout ça aussi, hein. C'est sûr qu'il y a aussi une culture quand même dans l'entreprise, on le disait tout à l'heure, où certaines personnes sont presque fières d'être tout le temps, dans l'urgence, tout le temps hyper stressées, heu, on trouve même en fait des personnes qui sont presque fières d'avoir fait un burn-out, hein, pour montrer à quel point elles sont, dévolues ouais, elles à ont l'entreprise et dévolues, elles sont cetera. Donc fortes, ouais, exactement. Donc on voit, hein, comment cette souffrance-là, elle peut être, y compris pervertie par le milieu dans lequel on baigne, qui va nous pousser dans je sais que c'est chez les sportifs de haut niveau, là, il y a plein de scandales qui sortent, hein, petit à petit, année après année. On voit à quel point ces personnes-là, malheureusement, peuvent être instrumentalisées par, leur entraîneur, instrumentalisées par les fédérations et cetera, où on pousse les gens, dans des retranchements, bah, parfois, mortels, enfin, je sais pas comment dire, où les conséquences en tout cas sont mortelles pour les personnes. Simplement parce qu'elles ont été victimes, voilà, écrasées, par un système qui les dépasse et dont elles sont, bah, le simple jouet, un peu comme de la chair à canon, quoi. Donc en entreprise, il y a aussi ça, hein, bien sûr, où on invite les gens à se saigner au travail, pour des intérêts qui dépassent, l'intérêt de la personne en question. et au niveau du système, ça me fait penser au livre là qui est sorti il y a pas si longtemps, Le temps des pervers, Burnout, l'épidémie du siècle de Mmh. Paul-Antoine Martin, où il parle justement Ouais. de donc lui, il a évolué dans un environnement, une entreprise publique, hein, et il Mmh. parle de bah, que ce type de personnes qui sont très nocives pour d'autres personnes, en fait, évoluent en caste et se protègent entre eux. Donc c'est des systèmes qu'on peut pas changer comme ça Mmh. ou très difficilement de l'intérieur. Ouais, ouais, tout à fait, hein. Il y a aussi, voilà, une réalité à accepter, à reconnaître, à accepter qu'effectivement on ne peut pas, de loin pas tout maîtriser et tout contrôler. Effectivement, il y a plein d'enjeux qui nous échappent. Et du coup, alors des fois, on entend des gens, dire, «Oh moi j'ai déjà fait 2-3 burn-out» ou «Là je sens que je suis en burn-out», mais ça devient un peu dans le langage courant. Mmh. Comment faire la différence du coup, entre un simple coup de mou, un vrai problème de santé lié au travail? Ça rejoint peut-être ce que tu disais tout à l'heure, c'est peut-être la chronicité et l'intensité, les 2 en même temps des symptômes qu'on ressent. Ouais, tout à fait. Alors après juste, parce que j'y pense aussi, où des fois, il y a des choses qui peuvent être, là encore un peu contre-intuitives. Ça je dis ça plus pour les proches ou les collègues, qui vont, avoir du mal à repérer, que le collègue en question, bah, est en train Oui. justement Ah de ouais, non pas très avoir un bien. coup de mou ou d'avoir une mauvaise passe, mais vraiment de passer par un problème de santé mentale. Donc parfois, en fait, on peut observer que la personne tout d'un coup, elle a comme un regain d'énergie, de motivation, d'efficacité et cetera. Alors bon, ça pareil, hein, faut quand même voir, qu'est-ce qui se passe réellement pour elle. Parce que parfois, comme si je prends un autre exemple extrême auquel je pense, c'est les personnes qui, ont des pensées, des envies suicidaires et qui donc la plupart du temps, bah, vont très mal, sont très tristes et cetera, très désespérées et puis, un beau matin, la personne, a l'air réjouie, est très en lien avec ses proches et cetera et donc tout le monde se dit: «Bon, bah, voilà, c'était une mauvaise passe, c'est passé» et en fait, malheureusement, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire que cette personne-là, parce que justement elle a établi un plan de passage à l'acte et que donc elle est en paix avec le fait que ça y est, ses souffrances vont être abrégées, en tout cas D'accord. dans sa vision des choses, parce que justement elle sait quand est-ce qu'elle va passer à l'acte et que tout est prêt, pour ça et ben, voilà, c'est en fait ça qui explique son apaisement et ouais, son apaisement et son côté plus,
plus jovial, plus en lien, et donc c'est vraiment un signal qui est très contre-intuitif où, on a l'impression que ça va beaucoup mieux et en fait, on est au pire, de la situation parce que la personne est à 2 doigts, de réellement se suicider. Donc voilà, ça, c'est aussi des choses qu'on peut, avoir en tête quand même, dans un aspect un peu plus préventif parce que j'imagine que tu fais aussi ce podcast, voilà, dans un aspect, préventif. Ouais, Donc tout à fait. ça peut voilà, ça peut être aussi un signe un peu, voilà, contre-intuitif, mais voilà, où la personne va se surinvestir, ou être encore plus efficace ou je sais pas quoi. Ça peut être compliqué et je tiens à rappeler que bien sûr, ce n'est pas parce que la personne ne se plaint pas, voire qu'elle, minimise, beaucoup les choses, qu'elle ne souffre pas, hein. Parfois, on peut se dire: «Bon, bah, la Mmh. personne, elle est bien placée pour savoir ce qu'elle vit, moi, j'ai l'impression qu'elle est épuisée, mais elle me dit que c'est OK». Non, hein, c'est pas OK. En fait, la personne, ça peut être, je sais pas, par un souci d'image, parce qu'elle a peur du regard des autres et cetera. Elle a peur d'être jugée, elle a honte, qu'elle va dissimuler tout ça. Mais en fait, ça veut pas du tout dire qu'elle ne souffre pas, voilà. Donc Bah, totalement. l'absence de Moi, j'ai tendance quand je vais chez le médecin à minimiser, en fait. mmh. Et c'est pas une question de honte ou quoi que ce soit, enfin, je sais pas, mais ouais, peut-être que c'est ça, peut-être que c'est des fausses croyances, tu dois être fort ou des trucs comme ça, mais j'ai plutôt une tendance à minimiser. Donc du coup, bah, dès que tu vas parler d'une souffrance que tu as, elle va être réduite au point où peut-être dans ta tête, tu vas même pas en parler. Ouais, bien sûr, hein, bien sûr. Aussi parce que des fois, alors je reviens sur l'histoire que c'est pas toujours de la honte, tu as raison de le préciser, c'est pas toujours parce qu'on en a honte. Ça peut être aussi parce que, alors là, je pense plutôt, par exemple, aux soignants que j'ai pu accompagner en soins palliatifs, enfin qui exerçaient en soins palliatifs. C'était des gens qui, me disaient: «Bah, j'ai pas le droit de me plaindre». En fait, j'accompagne des gens, Mmh. qui sont atteints de cancer, en phase terminale. J'accompagne des gens, qui, vont enterrer leur enfant, qui est décédé d'une leucémie. J'ai pas le droit de me plaindre, j'ai pas le droit de dire que j'ai des conditions de travail qui me vont plus, qui sont pas en accord avec, mes besoins, physiques, et cetera, et cetera. Donc voilà, il peut aussi y avoir ça, des personnes qui osent pas se plaindre parce que, c'est le syndrome de, il y a toujours pire. Voilà, il y a toujours Ouais, pire que c'est ça. moi, je suis pas à plaindre et cetera. Donc ça Tu sais, aussi quand on travaille effectivement, ouais, dans une c'est grande entreprise, on estime, enfin, on a un bon poste, on se dit: «Bah, non, je peux pas me plaindre. Déjà, j'ai un travail, bah je oui, gagne plutôt bien ma vie, j'ai fait des bonnes études, j'ai un bon poste dans l'entreprise, je gagne plutôt bien ma vie par rapport à d'autres. mmh, Heu, merde, je peux pas me plaindre, quoi». bien sûr. Bah, Non, mais si, bien en sûr, fait, hein, et bien sûr, c'est assez difficile. bien sûr. Hem, qu'est-ce que ouais, c'est ça. Dans la prévention, comment est-ce qu'on peut, repérer, mais enfin, pour les aider, hein, des collègues, ou des personnes qui seraient en souffrance comme ça au travail? Enfin, est-ce que parce que, enfin, c'est assez invisible, c'est assez intérieur et en plus elles se plaignent pas. Comment est-ce qu'on peut, réussir à identifier des personnes qui seraient en souffrance au travail? Alors parfois, comme je le disais, ça va se traduire par, Je sais pas si c'est possible. heu pardon? Non, je dis, je sais pas si c'est possible, mais Si, alors après bon, tout est possible. Je pense que ça va se traduire dans tous les cas, à un moment donné aussi enfin ça va se ressentir en tout cas sur, bah, justement la productivité de la personne, sur, son caractère, sa façon d'être et cetera. Donc si on voit que la personne oui, visiblement, elle n'a plus aucun plaisir, elle a des ouais, changements d'humeur, une démotivation, je sais pas, elle se plaint de maux physiques, récurrents et puis un peu énigmatiques, ou elle a des cernes, pas possibles, ou alors de constater qu'elle fait des horaires, enfin des amplitudes horaires qui sont hallucinantes. C'est-à-dire qu'on arrive au travail, on voit qu'elle est déjà là, elle nous partage le fait qu'elle a encore tel et tel dossier à gérer. On s'aperçoit que, je sais pas, hem que, ou ça l'exact altère inverse, aussi hein. sa vie personnelle, voilà, si elle arrête pas de nous dire que, ça va de moins en moins bien dans son couple, qu'elle est au bord du divorce, qu'elle voit plus ses enfants, que je sais pas quoi. Bon, on peut s'imaginer que ça va quand même se traduire d'une façon ou d'une autre, même si la personne n'en parle pas, elle peut le parler elle peut parler d'autres choses qui vont, indiquer quand même une souffrance, un épuisement, donc après bon, c'est sûr, il faut voir un peu des qualités d'observation, Mmh d'empathie, mh. mais Bon, en mais tout cas, si on généralement, on cherche voit à quand aider des même collègues, et à voir s'il y en a qui sont en souffrance au travail, ça peut être intéressant de le connaître. mmh, Qu'est-ce que je voyais d'autre? Peut-être aussi l'extrême inverse de ce que tu dis, de faire beaucoup d'horaires, c'est-à-dire bah, finalement de faire moins d'horaires, de prendre plus de pauses, des choses comme ça. Des pauses plus longues ouais, qui marquent un désintérêt mmh, ou alors une forme de protection. mais l'idée, ça peut être, ouais, de s'intéresser un petit peu,
de s'intéresser un petit peu. Après, souvent, ce qui peut générer aussi de la souffrance au travail, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment un environnement délétère où les personnes sont mises en compétition, et cetera, sont justement, éloignées les unes des autres, déconnectées, hem, où c'est pas du tout valorisé les temps de je sais pas, de partage, d'échange, juste les temps plus conviviaux. Donc ça peut être aussi une forme de rébellion, de lutte, et de prévention que de garder des espaces comme ça, que Mmh. de garder des temps informels avec les collègues, que de s'intéresser les uns aux autres, que de partager aussi des temps en dehors du travail, que de s'obliger à parler, non pas toujours des dossiers, des urgences et des problèmes, mais de ce qu'on fait à côté, de partager peut-être des hobbies ensemble, et cetera. Et je vois aussi des choses, que j'ai constatées, avec des collègues cadres, c'est, le manque d'autonomie qu'ils peuvent avoir alors qu'ils ont fait, enfin, tout le monde a à peu près le même niveau d'études dans les grandes entreprises, dans les directions et bon après certains sont managers, d'autres sont pas managers, mais peu importe, tout le monde a fait à peu près le même niveau d'études, grosso modo, quoi. Et certains se retrouvent quand même dans les équipes avec des niveaux d'autonomie, proches de zéro, quoi. Où le manager, doit leur dire, exactement quoi faire, comment, de quelle façon, limite quoi penser et qui peuvent rien faire sans autorisation. Ça, c'est assez complètement aliénant, quoi. Ouais, bien sûr. Alors évidemment, hein, parce que, bah, l'humain, il a quand même besoin de déployer aussi sa créativité. Il a besoin, la plupart du temps quand Bien même de sûr. se sentir, bah, libre, autonome comme tu le dis. Surtout s'il a fait des études de cadre, hein. Bon, dans l'idée, c'est quand même, qu'il voulait une certaine, forme d'autonomie. Donc ça aussi, ça peut d'autant plus altérer l'estime de soi, la confiance en soi. On se dit: «Bon, bah, en fait, je sers à rien, je suis juste un simple exécutant», c'est là aussi où on se désaligne, hein, justement, bah, on voit bien que son travail fait plus sens, il y a une perte de sens, du coup une perte de sens, une perte de motivation et ainsi de suite. Ça je pense que c'est vraiment en lien avec ce qu'on appelle la taylorisation, mais je trouve que de plus en plus en fait on voit ce phénomène-là arriver. Alors bon, moi c'est ce que je connais le mieux les services de soins, mais ou les services sociaux, mais on voit ça aussi arriver dans ce genre de service quoi, où effectivement, les gens ouais, ne sont plus que des simples exécutants en fait. Mmh, ouais, complètement et ça se voit de plus en plus et y compris dans des entreprises, privées, enfin, classiques, enfin, sans être dans le domaine de l'établissement public. C'est quelque chose que j'observe aussi de plus en plus, ouais. Donc ça, bien sûr, hein, quand ça réduit comme ça la liberté d'autrui et bien sûr la personne elle a plus trop Est-ce que d'espace tu pour s'épanouir, quoi. Ah, c'est ça et finalement, c'est quand même, un besoin essentiel. Bien sûr. Est-ce que tu remarques des profils ou des situations qui sont plus à risque que d'autres? Tout à l'heure, on a parlé notamment des gens qui sont plutôt empathiques, qui cherchent à bien faire, qui cherchent à, ouais, à bien faire les choses d'une manière générale, soit pour soi, soit pour les autres. Est-ce que tu vois d'autres profils ou des situations peut-être qui sont plus à risque que d'autres? Oui, donc alors, des profils comme je disais tout à l'heure, c'est toujours un peu touchy comme question parce que, je veux pas voilà, je veux surtout pas culpabiliser les gens Mmh. et je veux vraiment rappeler que, les gens qui font des burn-out, c'est des gens qui, au-delà d'un perfectionnisme et cetera, c'est des gens qui veulent bien faire, c'est des gens qui sont, empathiques, qui ont envie de, bah, voilà, de vraiment s'investir, de s'impliquer et cetera. Donc voilà, de mon point de vue, de faire un burn-out, c'est pas du tout, un échec personnel, c'est pas le signe d'une faiblesse quelconque et cetera. C'est un déséquilibre certes, en tout cas les signes d'un déséquilibre, hem, mais voilà, c'est pas de mon point de vue la culpabilité de la personne en question, qui est à questionner quoi. Ouais, c'est un Parce que déséquilibre entre qui on est à un instant T, à un moment de vie et à l'environnement dans lequel on évolue, pareil à un instant de vie, quoi. bah, souvent, en tout cas, on observe que les études les plus poussées sur le burn-out montrent qu'en fait, c'est pas l'intensité du travail en tant que tel. Je dis ça parce que, par exemple, enfin, je sais qu'il y a des chefs, cuistots qui sont, complètement, addicts au travail et qui, vont pas compter leurs heures et qui clairement sont dans une dépense d'énergie physique, intellectuelle et tout ce qu'on veut, assez impressionnante. Ou des personnes qui travaillent, je sais pas, dans le trading et cetera, où pareil, il y a des niveaux de stress, assez importants et cetera. Donc c'est pas vraiment l'intensité du travail, mais c'est vraiment toujours une question, relationnelle, en fait. C'est un peu une crise, relationnelle. Alors, une relation parfois à soi-même, comme tu disais, où on peut être déconnecté de ses valeurs, voilà. Ça peut être aussi, ben, un problème avec, la hiérarchie, avec des collègues, en tout cas, ça va être quand même toujours une question autour du lien. Je sais pas comment le dire, mais Mmh. voilà, ça va Le être aussi lien une entre question, soi et l'extérieur, quoi.
Ouais, voilà. Et la plupart du temps quand même, je tiens à le rappeler, c'est, le système le problème. C'est, la culture, de l'entreprise qui est, déshumanisante, qui est, dans la performance, qui est, sacrificielle, qui est compétitrice et cetera. Hem, avec des voilà, des exigences qui sont complètement écrasantes. Donc c'est voilà, c'est pas la personne en tant que telle qui aurait une fragilité particulière, mais c'est plus de mon point de vue le système et les valeurs qui sont prônées par ce système-là. Mmh. Après par contre, c'est qu'est-ce Et qui qui en fait plus te fait que culpabiliser, qui en plus te fait culpabiliser. bien sûr, ouais et t'accuses de tes propres défaillances et cetera, bien évidemment. Hem, Après ce qui peut être intéressant quand même comme question à se poser, c'est de se dire, bah, voilà, pourquoi justement, pourquoi est-ce qu'on reste? Qu'est-ce qui fait qu'on reste? Et qu'est-ce qui fait du coup que ces exigences-là, qu'est-ce qui fait qu'on y croit? Parce qu'en fait, parfois, on peut avoir été éduqué aussi par des parents, bah, pas toujours bienveillants ou pas toujours, adroits, qui ont pu nous dire des choses du style, «Ouais, mais tu en es pas capable, toi, de toute façon, tu es pas matheux, de toute façon, tu es fainéant», je sais pas quoi, «Tu es bon à rien», machin. Donc on peut avoir entendu ça toute sa vie, c'est un problème, hein, je veux dire c'est ni normal ni légitime, d'entendre ça, toute son enfance. Cela dit, une fois adulte, ces phrases-là, c'est nous-mêmes en fait la plupart du temps, qui malheureusement, bah, se les répétons quoi. C'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui allons, reproduire ce schéma-là et réancrer ces croyances-là, sans que nos parents soient là, tous les 4 matins à nous le redire, Mmh. au au lever du lit. Donc c'est qu'est-ce qui fait que, on s'est approprié ces croyances-là? Qu'est-ce qui fait que ces condamnations sur soi-même, on les croit et on les met en œuvre? Et je sais que ça me fait penser, à une, alors ça c'était enfin c'est un de mes trucs préférés, je sais qu'en sociaux, c'est quelque chose que j'adorais, qui s'appelle l'effet Pygmalion. Et du coup, comme j'étais en sciences d'éducation, on l'a beaucoup vu parce que c'est l'effet justement, de l'influence du professeur sur les élèves. Et c'est assez magique quand même de voir ça, donc l'effet Pygmalion pour ceux que ça intéresse. Et une des anecdotes que j'adore par rapport à ça, c'est un étudiant américain, d'origine russe, je crois, qui s'appelle Georges, Dantzig, je crois, Danzig, qui dans les années 40 en fait, c'est un étudiant en statistique et il arrive dans la classe en retard et au tableau, il y a, un problème, voilà, il y a un problème à résoudre. Bon et puis lui, comme il n'a pas eu les instructions, les consignes, puisqu'il est en retard, il pense que c'est un devoir à faire, quoi. Donc il s'y attelle et en 3 jours, enfin en quelques jours, tout seul, il arrive à résoudre le problème et donc il pose sa copie, le jour J, sur le bureau de son prof et son prof est absolument abasourdi, parce qu'en réalité, c'est un problème insoluble. C'est-à-dire que, alors je sais plus maintenant l'histoire, hein, Mmh. mais le prof avait écrit ça au tableau, heu, pour un exemple en fait d'un problème qui était insoluble et lui, cet étudiant-là en statistique, ne sachant pas que c'était impossible, que ça avait jamais été résolu, a réussi à le résoudre. Bon, après bien sûr, il avait des capacités visiblement intellectuelles et mathématiques et tout ce qu'on veut qui lui ont permis, hein, cet exploit-là, mais je trouve ça assez drôle quand même La comme on peut être prophétie conditionné autoréalisatrice, ouais. exactement, ouais, Je comme me on dis peut être ça, alors. conditionné par des croyances quoi, par des croyances inconscientes et du coup pour reboucler avec ce qu'on était en train de dire, effectivement, il y a des gens qui peuvent te faire croire que c'est toi qui as un problème, c'est toi qui es fragile, que c'est toi qui es hypersensible, que tu ne comprends rien à l'entreprise ou que tu n'es pas assez, adonné à l'entreprise, qu'il faut que tu en fasses plus, que tu es pas efficace, que tu as rien compris, bon voilà. Donc ça, c'est un fait. Maintenant, qu'est-ce qui fait justement qu'il y a des personnes qui vont, bah, envoyer bouler les personnes qui vont leur dire ça, Mmh. les collègues, la hiérarchie, la direction, tout ce que vous voulez, qui va leur dire ça et puis d'autres personnes qui vont y croire, c'est-à-dire qui vont vraiment se remettre en question et continuer de remettre en question et cetera. Et donc là encore, hein, c'est absolument pas pour condamner ces personnes-là, mais c'est plutôt pour leur dire, bah, justement, vous avez le pouvoir et c'est super, de pouvoir reprendre bah, votre pouvoir justement et de ne plus, accepter ça en fait, de ne plus, accepter de vous laisser enfermer, dans tel et tel, C'est profil. maintenant. Oui exactement, ouais et ça je pense que c'est aussi, non pas une culpabilité, hein, mais une responsabilité individuelle de se dire: «Attends, en fait, c'est pas possible quoi, on me dit ça et ça sur moi. Moi je suis pas d'accord et après tout, je suis quand même bien placée pour savoir, ce que je fais, qui je suis» et donc de revenir à ça aussi et de prendre un petit temps d'arrêt pour pouvoir, bah, se poser toutes ces questions-là, en fait.
qu'est-ce que j'ai envie d'apporter, qu'est-ce que je pense être mes compétences et cetera et cetera. Alors bien sûr, après un burn-out, hein, c'est très compliqué parce que comme je disais, ça abîme aussi, bien Mmh. évidemment, Oui, malheureusement, ouais. l'estime de soi et la confiance en soi. Donc ça serait un travail de reconstruction à faire, mais ne pas se laisser maltraiter, en fait et se dire: «Voilà, je mérite mieux que ça». Et voilà, j'accepte pas, en fait, j'accepte pas, je pose mes limites, je dis non, je dis stop. Voilà, c'est de l'abus, et je dis stop. La protection et arrêter le schéma de pensée. Et du coup, on pourrait se demander là, si on voit tout ça et finalement on a l'impression que c'est assez généralisé, est-ce qu'on peut finalement réussir sans se détruire au travail? On Ouais, entend bien souvent: «Il sûr. faut souffrir pour réussir, on peut pas tout avoir». Ouais, alors je connais toutes ces phrases, hein, bien sûr, qui sont voilà dans la culture, enfin qui sont dominantes dans la culture, de l'entreprise et cetera. Hem, Après je pense que le gros problème à l'être humain, c'est vraiment, de ne pas accepter sa finitude. C'est vraiment compliqué, d'être dans un délire un peu de croissance infinie et cetera, d'être sans limite, aussi avec tout ce qui se passe en ce moment sur, l'être humain, comment ça s'appelle là? Pas amplifié mais, Ouais, si, ouais, je crois que tu c'est vois ça. l'exosquelette, enfin tout Ouais, ce ouais, genre de ouais, choses où ouais. voilà, on essaie vraiment de repousser la mort, repousser la maladie, repousser la vulnérabilité et cetera. Bon, moi, je pense que ce qui fait la force d'un être humain, c'est justement de se savoir, vulnérable, de se savoir, parfois en difficulté, de se savoir, mortel. Je pense que c'est ça qui nous permet d'accomplir les plus belles choses dans nos vies, les plus grandes choses dans nos vies. De profiter vraiment des meilleurs, moments, passés avec ses proches, d'être à l'écoute aussi, de rester à l'écoute et l'esprit ouvert, pour apprendre et des autres, pour apprendre, de ceux qui ont, telle ou telle expérience, qu'on n'a pas. Et du coup, quelqu'un qui serait très sûr de lui, en toutes circonstances, serait plutôt effrayant en fait, voilà, c'est ou fort en toutes circonstances et cetera. Un super héros, ça me paraîtrait assez, assez effrayant et je crois qu'en plus ça ne marcherait pas au sens où on le voit dans les films. Les super héros ont toujours une faille et c'est ça qui fait que, ça Ouais, les rend plus humains et qui fait le succès des comics et cetera. Parce que sinon ça n'intéresserait personne, clairement on s'y reconnaîtrait pas et ça n'intéresserait personne. Après pour reboucler sur ta question et la question d'avant qui était, sur, les profils et les situations, hem, juste quand même pour parler un peu des situations qui seraient plus à risque. Donc bien sûr, on l'a vu, c'était, l'environnement qui est instable et toxique, hein, clairement. Un management autoritaire, agressif, des objectifs complètement irréalistes, l'absence de reconnaissance, bon voilà, ça c'est clair que c'est une situation professionnelle à risque, pardon. La charge de travail qui se chronicise, avec un manque de moyens, des délais complètement intenables, ça évidemment, c'est une situation à risque. Le manque d'autonomie que tu as, partagé et donc je reviens dessus parce qu'effectivement c'est très important. Quand tu as pas de marge de manœuvre, quand tu es dans l'impossibilité d'organiser ton propre travail, enfin c'est une vraie souffrance aussi. Le fait d'être isolé, donc l'absence de soutien, voilà quoi, le sentiment d'être seul, face à cette charge de travail et cetera. Le manque de communication, ça clairement ça c'est aussi une situation professionnelle à risque et puis bien sûr, le conflit de valeurs. Donc les gens qui sont, le plus au clair avec leurs valeurs et leurs besoins, c'est les gens qui vont être le moins, enclins à faire des burn-out. Parce que c'est des gens qui vont savoir ce que ça veut dire que de prendre soin de soi, qui vont être, proactifs, par exemple, s'ils sont dans un milieu, stressant, parce qu'il y a des métiers, hein, qui sont stressants de base, hein, on va pas se mentir. Bah, mmh. c'est des gens qui vont être proactifs par rapport à ça et qui vont, être, au fait de ce que ça veut dire d'avoir une bonne santé mentale et physique et qui donc vont mettre en place des habitudes de vie, une hygiène de vie qui va être plutôt favorable à, bah, la gestion du stress, des émotions et cetera. Donc ils vont pas être dans le déni de ça, en fait, mais qui vont plutôt, savoir, comment surfer sur leurs différents états émotionnels et cetera. Ils C'est vont des pas non gens plus être qui dans la vont négociation par rapport à ça. mmh Ils vont pas non plus être dans la négociation par rapport à ça. Ils vont pas négocier avec eux-mêmes de moins prendre soin d'eux pour le travail. Ouais, tout à fait, bien sûr. Et puis c'est des gens aussi qui vont pas être dans la méritocratie à proprement parler, c'est-à-dire qu'ils vont savoir décorréler, le plaisir de, l'effort et qui vont se dire: «En fait, bah, moi je prends soin de moi, je m'accorde des pauses, et je m'en fous d'avoir atteint, mon objectif, Mmh. enfin, en termes de chiffres et cetera. Moi j'estime que j'ai fait ma journée, voilà 9h-17h ou je sais pas quoi, Mmh mh. et puis ma journée, moi j'ai donné tout ce que j'avais à donner et du coup je me récompense, sans qu'il y ait forcément, enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire? D'attente de quelqu'un d'autre. Ouais, voilà. Donc ça c'est sûr que ça va être aussi
des facteurs, protecteurs par rapport au burn-out, c'est aussi des gens qui vont savoir, justement se valoriser eux-mêmes et cetera. Hem, Être au clair en fait avec, leurs compétences, leurs défauts aussi bien sûr, hein. C'est pas forcément des gens, qui vont avoir un ego surdimensionné, qu'on ne pourra jamais reprendre, sur quoi que ce soit. Mais c'est des gens qui sont suffisamment au clair, voilà, avec, Ils leurs connaissent bien. compétences, leur expérience. Voilà, ils se connaissent bien. Ils connaissent leurs besoins, ils connaissent leurs limites. C'est bien sûr aussi des gens qui arrivent à, justement mettre des limites, dire non, savoir que, dire non à l'autre, c'est se dire oui à soi, hem et que dire oui à l'autre, ça peut être se dire non à soi. Et puis aussi des gens qui vont se dire en fait, enfin si là je pense à des cadres et des managers, qui vont se dire finalement c'est aussi, modélisant pour les équipes, d'avoir justement un cadre qui prend soin de lui, qui sait, mettre ses limites et cetera. Enfin je veux dire, ça permet aussi d'avoir une équipe qui, prend soin d'elle-même et qui donc va être a priori, d'autant plus, performante quoi. Donc c'est aussi une vision à long terme je trouve. Le fait de prendre soin de sa santé mentale, de se préserver et cetera, c'est de mon point de vue pas du tout ni de la fainéantise, ni, de la lâcheté ou je sais pas quoi, mais c'est au contraire, faire preuve de responsabilité, que de se dire, justement pour le bien-être de tous et de l'entreprise et je prends aussi soin de moi, je prends soin des équipes et cetera et je montre l'exemple en faisant des pauses, en respectant, la coupure entre vie privée et vie professionnelle, hem, Et donc un voilà. manager devrait montrer l'exemple aussi là-dessus, pour que les équipes Moi je trouve, ouais. heu, se sentent, avoir le droit, de prendre soin d'elles, de prévenir, des situations à risque pour elles. Ouais, bien sûr. Moi, je pense que c'est vraiment, C'est ça, hein? c'est un Ouais. devoir presque, ouais. Un devoir aussi de montrer quand est-ce qu'on enfin, un devoir de montrer qu'on est en capacité de demander de l'aide quand on a besoin, que c'est, autorisé et même, profitable, en fait, de savoir reconnaître ses limites, demander de l'aide, prendre du recul, voilà. En fait, personne n'est indispensable, hein. Ça aussi, il y a beaucoup cette fausse croyance de, «Si je suis pas là, tout s'effondre». Alors parfois, on le voit de façon, malheureusement dramatique. Non, la personne, elle disparaît, en fait, non, le monde s'arrête pas de tourner. C'est ça le pire, hein, c'est que les gens oublient à quel point on peut se sacrifier pour le travail, mais à l'inverse, l'entreprise, elle se sacrifiera jamais pour soi, quoi, hein, pour nous. Ça Voilà. ça d'ailleurs, c'est un Heu, bon ouais, ça c'est clair et c'est un bon indicateur aussi, finalement de la toxicité dans l'environnement de travail, c'est le taux de turnover, quoi. Si on voit ah que bah oui. les gens partent, changent, même sans raison, hein. Enfin la raison elle est pas forcément dite, mais bon, bah, c'est jamais sans raison, quoi. Ah bah, bien sûr, non mais complètement, hein, complètement. Et pour revenir par rapport à ce que tu disais, sur, est-ce qu'on peut donc, réussir, sans souffrir et cetera? Ouais, moi je pense qu'on peut complètement et la première des choses, c'est peut-être de changer justement son regard sur la réussite et ça, je pense que ça appartient vraiment à chacun de définir sa réussite professionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire d'être épanoui au travail? Voilà, comment est-ce que la personne, elle se sent, avoir réussi sur le plan professionnel? Donc je pense que ça, c'est très important. Ce qui peut aider très clairement, c'est de regarder à des contre-modèles. Alors bien sûr, hein, je prends des modèles des exemples, extrêmes pour que ça parle, mais je sais qu'il y a le phénomène alors je sais plus comment ça s'appelle, karoshi, je crois, au Japon, où les personnes vont jusqu'à mourir, réellement au travail, quoi. Tellement, ils font des C'est semaines, vrai. insensées. Enfin, peut-être se rappeler, en fait, que ça existe malheureusement dans le monde. Est-ce que c'est ça qu'on a envie de prôner, quoi? Est-ce que c'est ça qu'on a envie de laisser à nos enfants? Je suis pas sûre. Bon, donc essayer de se dire, il y a peut-être des choses à déconstruire et justement, interroger toutes les injonctions, du style, «Faut que je fasse parfait, toujours, oui, je dois tout accepter parce que, voilà, c'est pour l'entreprise, c'est pour le bien commun, machin», non, essayer de dire, en fait, «Je mérite tout à fait, de me préserver, je suis pas obligée de me sacrifier, voilà, je suis pas irremplaçable», et Et cetera et cetera. c'est pas qu'une question de surcharge, hein. Ça peut être une absence de charge, ça peut être le sens du travail, Ouais. ça peut être tellement de choses, ouais, on a tendance à trop résumer ça à la surcharge, mais ça c'est visible et c'est connu et bon, il y a pas que ça, quoi. Il y a de Non, loin. mais tu as raison, ouais, tu as raison de le dire. Ça peut être aussi, ce qu'on appelle d'ailleurs le bore-out, hein. Il y a le burn-out, mais il y a aussi le bore-out qui est tout aussi souffrant, où les personnes effectivement se retrouvent au placard ou n'ont plus rien à faire ou des injonctions paradoxales et du coup Ah sont oui, les laissées dans un agents, grand ouais, flou, complètement. Ouais, à la fois on leur demande de prendre des initiatives, mais en même temps on ouais, c'est sabote ça. toutes leurs initiatives, non mais bien sûr, hein, ça rend fou, hein. C'est C'est ce côté qu'on appelle les manipulation injonctions. psychologique, exactement, ouais, ça rend fou, ouais. Tout à Et fait, c'est ouais. surtout que l'invisible, à partir du moment où on commence, on nous en parle, on commence du coup à essayer de les percevoir et à les voir, mais tant qu'on n'en a pas entendu parler, ça reste de la manipulation psychologique dont on se rend pas compte. Bien sûr.
tout à fait. Ouais, non, tu as raison de le préciser, hein, bien sûr. Tout à fait. Et et autre chose aussi, parce que moi j'ai également été manager et je voulais dire que les managers sont également bien sûr confrontés à ça, d'autant Mmh. plus qu'ils sont, pris entre 2 feux. Ouais, complètement. Alors Façon de parler, mais ils sont seuls et pris entre 2 feux. ouais, ça aussi, hein, Entre bien sûr, c'est dans une dans les situation équipes, on est professionnelle à entre risque. collègues, mais les managers, bah non, ils sont seuls. Non, mais complètement et ça, pour le coup, c'est aussi une situation, à risque, hein, d'être soit effectivement dans un trop grand isolement, soit pris entre 2 feux, hein. Les personnes, par exemple, en ressources humaines et cetera, qui doivent à la fois c'est affreux, quoi, participer à des plans de licenciement, à la fois être proche des collègues, enfin accompagner ça, bon, vous voyez, c'est horrible, Ouais, clairement, accompagner des politiques de qualité de vie au travail, à la fois être dans des politiques, peut-être, bah, du coup nocives, par rapport à ça. bien sûr et il y a beaucoup de manipulations aussi autour de ça, hein. C'est-à-dire que c'est très à la mode, de vouloir justement prendre soin des salariés, de mettre en place des choses et cetera. Bon, on s'aperçoit que souvent c'est quand même un peu de l'enfumage et qu'il y a rien de repensé sur le fond. Donc ça aussi, il faut se méfier parfois, hein, de tout ce qui est fait pour, Bah, c'est pour être bien dans heu les indicateurs RSE, quoi. voilà, exactement, exactement. Donc Ah il y a ben, aussi on ça, a ouais. fait des ateliers, on a mis des petites affiches pour, on a fait des communications et puis dans la réalité du terrain, il y a rien qui change, quoi. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Donc ça aussi, voilà, c'est important. Et après, je crois que c'est vraiment important aussi de, bah, de pouvoir justement exister en dehors de son travail, quoi. C'est-à-dire de revenir quand je disais là, qu'est-ce que c'est, la réussite pour moi? Qu'est-ce que c'est qu'une vie réussie? Bah, justement, pour sortir aussi de cette logique, où l'épuisement, devient la norme et cetera, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, bah, c'est effectivement sortir de ces croyances-là, sortir de ces croyances qu'il n'y a que le travail, que je n'existe que parce que je travaille et cetera. Je veux dire sinon, où est-ce qu'on va, quoi? Ça veut dire que les personnes qui sont au chômage ou qui sont, dans l'impossibilité de travailler pour tout un tas de raisons, de handicap, physiques, psychologiques, mentaux, tout ce qu'on veut, ça veut dire quoi en fait? On va pas, enfin je sais pas, ça me paraît fou quoi, de se dire que ces personnes-là, elles ont pas de vie parce qu'elles ont pas de vie, professionnelle, comme nous on l'entend, en tant que personne, en capacité de travailler et de produire des résultats machin. Bon, ça n'a pas de sens. Donc je pense que c'est ça aussi, prendre un peu de recul par rapport à ça et puis se dire qu'on est, responsable aussi de définir ses propres objectifs, heu de se dire qu'en fait ça nous appartient aussi de voilà, quels sont nos critères à nous d'épanouissement, quels sont nos critères à nous, d'accomplissement, peut-être revenir à son, pourquoi. Je sais quand, les Américains là, ils parlent de big why, Mmh. hem, Ses voilà, revenir à valeurs. ça quoi. Qu'est-ce qui fait sens pour moi? Ouais, qu'est-ce qui est important pour moi d'accomplir? Qu'est-ce qui m'inspire? Quelles sont les personnes, qui m'inspirent, sur qui je peux m'appuyer, prendre exemple et cetera? Et puis je pense vraiment apprendre à se connaître, quoi, hein. Plus on apprend à se connaître, plus on arrive à voir justement où est-ce qu'on a des croyances qui sont, bah, pas si vraies que ça en fait, qu'on peut remettre en question, des croyances, qu'on a envie de lâcher parce qu'elles sont contre-productives et on s'en aperçoit. Hem je trouve que souvent un exercice qui peut être simple à faire, c'est de voir qu'est-ce qu'on aura envie de transmettre à nos enfants, voilà. Hem, Les quel exemple on valeurs, aura envie de donner à ses enfants? les exemples, ouais, très bien. Mmh. Comment est-ce qu'on veut se comporter dans la vie? Comment est-ce qu'on faudrait qu'il se comporte dans la vie? Mmh mh. Eh ben, c'est très enrichissant, merci. Est-ce que j'avais encore des questions pour toi? Est-ce que tu as peut-être des ressources que tu pourrais, recommander pour aller plus loin aux personnes qui nous écoutent? Ouais, Des bien sûr. Alors des sites, des outils, des ouais, 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 bien sûr, bien sûr. Alors si on parle vraiment, voilà, de qu'est-ce qu'on pourrait, enfin, si la personne, elle, du coup, elle se dit: «Bah, OK, par quoi je commence et qu'est-ce que je peux mettre en place concrètement?» Bah, j'avais parlé donc du fameux questionnaire CBI à faire ouais, en c'est ligne. Ça, je pense que ça peut être, pas mal, voilà, en autonomie. Je le redis, hein, ça ne remplace absolument pas un diagnostic, d'un psychiatre ou d'un médecin, généraliste, hein, ou d'un médecin du travail. Mais voilà, ça peut être une première piste. Et puis après, ça peut être un exercice tout simple, je sais pas, un peu comme un bilan express où on se dit: «Bah, finalement, OK, je prends 5 minutes, je me pose. Qu'est-ce qui me pèse de plus en ce moment dans mon travail? Qu'est-ce qui, au contraire, me plaît, me parle, me fait du bien, me réénergise?» Voilà. Et puis troisième question, quel est le changement, même tout petit, mais un changement concret, mesurable, que je pourrais tester, dans les jours qui suivent pour, bah, soulager mes symptômes. Alors soulager, je sais pas, ma fatigue, soulager mon ennui, mon mal soulager, de dos, ma peur, voilà. Quelque chose qui peut aider.
Et du coup, l'objectif de cet exercice, ce serait vraiment, bah, déjà de prendre conscience quand même de la situation, de faire un peu un arrêt sur image et puis de repérer une première action. Voilà, un premier er parfois tout petit, micro changement, mais qui peut être, vraiment, bénéfique pour la personne. Ça peut être par exemple, s'imposer d'avoir une vraie pause déjeuner, quoi. Ça peut être de refuser une réunion parce qu'on sait que cette réunion en fait, elle sera pas porteuse, elle sera pas constructive et on le sait. Voilà, par exemple. OK, Ou alors une super. autre, je sais pas, je donne d'autres idées, hein, pardon. Ouais, ouais. Ou alors une autre, idée, ça peut être, de revoir ses priorités et de se lancer le défi de se poser une première limite. Donc par exemple, de se dire: «Bah, allez, je liste les tâches, qui pour moi sont vraiment essentielles». C'est-à-dire que là, vraiment, si je devais, en faire que 3 actions, cette semaine au boulot, ce serait ça et ça et ça. Et puis oser dire non à une tâche qui nous apparaît comme secondaire. Donc bien sûr, hein, au début, c'est très difficile, hein, mais essayer de se projeter dans l'aspect libérateur que ça va avoir de dire non cette semaine à quelque chose, à une demande, à une tâche qui nous paraît secondaire, quoi. Et ça peut être aussi d'intégrer un rituel un peu de récupération, donc un peu un temps sacré. C'est-à-dire qu'on se bloque vraiment un créneau pour une activité qui nous fait du bien, une activité ressource. Et ça, c'est vraiment propre à chacun, hein. Ça peut être regarder un film, ça peut être, chantonner sous la douche, ça peut être méditer, ça peut être ne rien Marcher, faire, aller à la marcher, voilà, il y a mille et une possibilités, sport. mais vraiment de respecter ce rituel et du coup de déconnecter réellement. C'est-à-dire de couper notamment de couper le portable, ça je sais que c'est très compliqué, mais vraiment de couper le portable par exemple, de séparer la vie pro, la vie perso, d'éviter de travailler dans sa chambre par exemple, hein, de vraiment, séparer les espaces, de voilà. Parce que ça aide aussi le psychisme à comprendre qu'il y a pas que le travail justement. Si on commence à travailler, dans le lit, dans le canapé, et sur la terrasse au bord de la piscine, ça devient compliqué aussi pour le système, nerveux de récupérer. Donc ça aussi et puis je pense qu'une des clés quand même, avant de citer les ressources, c'est vraiment d'accepter que le changement, il est progressif. Le burn-out ou la souffrance au travail, quelle qu'elle soit, ou tous les symptômes, de mal-être au travail, ils se sont pas faits en un jour, clairement. C'est une accumulation et tu l'as dit, hein, parfois même sur des années. Ouais. Donc il y a pas de miracle. On va pas pouvoir faire disparaître tout ça, et se guérir en un jour. Donc c'est Mmh. vraiment, bah, faire preuve de bienveillance, de patience, d'indulgence, de retenir le positif, de célébrer, chacun des petits progrès qu'on peut faire et cetera, voilà. Bah, se dire que déjà juste d'avancer, bah, c'est sortir de l'immobilisme, et c'est déjà pas mal. Donc voilà et pour sortir justement de l'immobilisme et de réussir à demander de l'aide et ça vraiment je le dis quand même, hein, pour des personnes qui seraient vraiment en détresse, qui commencent à avoir des pensées, des idées noires, des pensées suicidaires et cetera, là je tire la sonnette d'alarme de suite. C'est-à-dire qu'il faut absolument aller consulter, hein. Je veux dire, il faut vraiment ne pas rester seul avec ça. Il y a des millions de personnes qui traversent de la souffrance au travail. Vous n'êtes pas seul, vous êtes de loin pas une exception. Même si vous avez l'impression et ça je le dis, c'est comme la dépression, comme l'anxiété, même si vous avez l'impression que vous êtes seul au monde, que personne ne vous comprendra, que je sais pas quoi, c'est un mensonge de votre cerveau qui est dérégulé, qui est déséquilibré et moi, ce que je peux vous dire, c'est vraiment d'aller consulter, ne vous posez pas de questions, consulter la médecine du travail, consulter un professionnel de santé. Vraiment, c'est un acte de responsabilité et non pas de faiblesse, hein. C'est vraiment un acte de responsabilité, et ça, malheureusement, personne ne peut le faire à votre place. Donc, vraiment, je vous encourage à être, au clair, hein, avec vous par rapport à ça. En termes de ressources en ligne, je sais qu'il y a, l'INRS, donc l'Institut national de recherche et de sécurité, sur toutes les questions justement de souffrance au travail, enfin qui font de la prévention pour les accidents au travail et les maladies professionnelles. Donc OK. l'INRS, c'est un site, où il y a voilà, c'est assez complet, il y a plein de dossiers, justement souffrance au travail et cetera, où il y a, plusieurs, questionnaires, des conseils pratiques et tout, donc ça peut être vraiment très intéressant. Il y a aussi l'APEC, ça, c'est une association, qui s'occupe notamment Les cadres. d'accompagner les jeunes cadres, TPE, PME et cetera, aussi. Donc pas hésiter à aller voir l'APEC. Hem, il y a aussi alors attends, je cherche dans mes notes. Tu 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 tu. Il y a aussi un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle, Burnout: Prévention et solutions d'un psychologue québécois et j'aime beaucoup l'approche québécoise sur la question du burn-out. Donc c'est Jean Garneau, Garneau de mémoire, donc un psychologue québécois, Burnout: Prévention et solutions
Il y a aussi, il y a aussi donc le test CBI dont j'en ai déjà parlé. Il y a un blog d'une collègue qui s'appelle «36 solutions contre l'épuisement», où là aussi il y a plein de ressources gratuites. Exact. Bien. Il y a aussi, et ben, l'ikigai, c'est vrai qu'on n'y pense pas, ça peut être un outil un peu contre-intuitif, mais de mon point de vue, c'est vraiment un outil de prévention. Donc l'ikigai, en fait, pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu faire le point, de manière graphique sur, ce pourquoi, enfin, ce pourquoi on est fait. En fait, c'est pour découvrir justement ce pourquoi on est fait et donc on peut voir, ce qu'on aime faire et ce pour quoi on pourrait être payé, les compétences qu'on a, qu'on nous reconnaît et cetera. Bon, c'est tout un petit bilan introspectif qui peut être très intéressant et qui, de mon point de vue, peut permettre vraiment un réalignement avec ses valeurs, ses besoins professionnels. Tu as parlé tout à l'heure de Paul-Antoine Martin, donc je sais qu'effectivement il y a ce fameux livre, Le temps des pervers qui peut peut-être aussi donner des billes, peut-être plus sociétales, plus, généralistes sur, bah, l'ambiance, parfois extrêmement délétère du travail, du monde de l'entreprise et cetera. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Oui, si, il y a des témoignages que je trouve particulièrement intéressants, témoignages de cadres, qui ont été en burn-out. Donc c'est des témoignages, qu'on retrouve sur le podcast Human Tempo, et je trouve que c'est un regard, voilà, assez humain, assez concret, sur cette question de l'épuisement professionnel que je trouve très intéressant. Et vraiment les gens, en fait, partagent, qu'ils soient dirigeants ou quoi, ils partagent leurs expériences, leur prise de conscience, leur déni parfois, enfin je trouve ça assez enrichissant. Hem Et il y a aussi un autre podcast, comment il s'appelle? Qui décortique le burn-out. Je vais plus savoir, le nom là. Mince. Où c'est des chefs de projet. Bon, je vais plus me rappeler le nom, Oui, je te recherche, redirai après. prends le temps de Je crois que chercher. c'est Take Care, non, je sais plus. Take Care. Podcast, take, Take Care sur le, oui, les courriers cadres. Courriers cadres aussi, je crois que c'est pas mal. courrier, cadre. Et oui, il y a aussi un coach Take Care professionnel. le podcast, courrier cadre. Courriercadre.com. Take Care le podcast, en fait, c'est ça. Ouais, voilà. Et il y a aussi un coach qui a fondé une association qui s'appelle «Sortir de mon burn-out». Je sais plus le nom du qui c'est. Je crois que c'est Gaël Conan, je sais plus. Et du coup, ça peut être aussi très intéressant. C'est un voilà, il a créé Gaël cette Collant, ouais, association, c'est ça. c'est ça? GC Coaching, ouais, gccoaching.com. Gaël Je sais pas, Collant. mais en tout cas, je sais qu'il a monté une association là, «Sortir de mon burn-out». Et puis il y a aussi des TEDx et les TEDx, je trouve ça sympa parce que, c'est des personnes qui témoignent, de comment est-ce qu'elles se sont remis de ce burn-out. Comment est-ce que, toute cette souffrance, tous ces questionnements, toutes ces remises en question professionnelles, ont pu être une opportunité. Et ça, je trouve ça aussi intéressant de se rappeler qu'en fait le burn-out, la souffrance au travail, le mal-être au travail, le désalignement, tout ce qu'on veut, on peut s'en sortir. Il y a des moyens de s'en sortir et on peut même grandir, c'est-à-dire on peut en sortir grandi. On peut en sortir, changé dans le bon sens du terme Tout à et je trouve fait. ça aussi, voilà, encourageant à rappeler, quoi. Ouais, pas mal de TEDx, en effet. Ouais, ouais, tout à fait. C'est tout comme toute épreuve, c'est quelque chose, c'est une opportunité pour grandir et sortir, ouais, sortir de là, grandi, il y a pas d'autre mot, hein. Ouais. Julie, merci beaucoup pour toutes ces ressources. C'est vraiment, il y en a vraiment pas mal. On les listera dans le descriptif. Où est-ce qu'on peut te trouver si, on veut te consulter ou si on a besoin de tes services? Alors où est-ce qu'on peut me retrouver? Et ben, on peut me contacter pour, bah, des consultations en visio ou, au cabinet si on est, lyonnais ou lyonnaise. Et puis sinon sur le blog sortirdesadépression.com. On peut aussi me joindre par ce biais-là. OK, je mettrai également l'adresse, dans la description. Bah, merci à toi et bah, tiens, j'avais envie de poser une question ouverte à ceux qui nous écoutent. Qu'est-ce qui vous retient aujourd'hui d'agir pour votre bien-être au travail? Voilà, donc n'hésitez pas à partager en commentaire, ce qui vous retient aujourd'hui d'agir pour votre bien-être au travail. Ça va initier, votre réflexion là-dessus et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez, il y a un autodiagnostic enfin voilà, encore une fois, ça vaut pas, comme l'a dit Julie, d'aller consulter un professionnel, mais ça peut vous aider à y voir plus clair et à commencer une réflexion autour de ça et à commencer à agir. Donc un quiz d'autodiagnostic, pour vous permettre d'identifier si vous évoluez actuellement dans un environnement de travail toxique. Donc voilà, ça se fait en 2 minutes et ça va vous permettre, rien que les questions vont peut-être vous évoquer, des situations vécues
qui du coup vont vous mettre un peu la puce à l'oreille, vont vous alerter et peut-être vous faire commencer à agir par rapport à ça. Également pour ceux qui sont en recherche, actuellement d'emploi ou qui envisagent de changer, de poste, et bien pour pas retomber dans un en ou pour en tout cas pour pas tomber dans un environnement de travail toxique, j'ai réalisé pour vous une vidéo avec une checklist des questions à poser lors d'un entretien pour essayer de décerner si derrière, c'est quelque chose qui sera bénéfique ou toxique pour vous. Donc, autant éviter d'y aller si on peut, plutôt que de s'embourber, après pendant des années. Voilà et ensuite sur, zeneffort.com, vous retrouverez des guides gratuits pour améliorer votre équilibre émotionnel, vous aider à surpasser des situations de stress intenses au bureau, mais pas que, et regagner plus de sérénité, de confiance en vous et également pour renforcer votre confiance. Ça, c'est, à disposition gratuitement sur le site de Zeneffort. Voilà, bah, écoute, merci beaucoup Julie pour ce podcast, pour tous tes conseils, toutes tes analyses, d'experte. C'était vraiment super enrichissant. J'ai adoré notre discussion. Voilà, je ne sais pas si tu voulais rajouter, un mot de la fin? Bah, ouais, alors pourquoi pas. En tout cas, merci à toi Hugo de m'avoir, invitée aujourd'hui. C'était vraiment un grand plaisir pour moi aussi. C'est un sujet qui me passionne, pas mal donc c'était vraiment un plaisir pour moi de pouvoir échanger, avec toi à ce sujet-là. Ce que j'aurais envie de dire aux personnes qui nous écoutent, c'est vraiment, bah, de prendre soin, voilà, prenez soin de vous avant qu'il soit trop tard parce que, personne ne le fera à votre place et de mon point de vue, le leadership, c'est aussi savoir se protéger pour justement mieux avancer et mieux se développer. Et pour avoir travaillé en soins palliatifs, juste vous rappeler que honnêtement, personne, d'accord, au dernier moment, sur leur lit de mort, personne ne regrette de ne pas avoir passé plus de temps au bureau. Personne ne pense, aux dossiers urgents, et cetera et cetera. Donc rappelez-vous de ça, d'accord? Au dernier jour de votre vie, a priori, votre hiérarchie, vos dossiers urgents ne seront pas là, et du coup, ben, la plupart des gens, ce qu'ils regrettent, c'est justement, de ne pas avoir vécu la vie qu'ils auraient voulu avoir, de pas avoir fait les choses qui, auraient été vraiment importantes pour eux, de pas avoir pu, serrer dans les bras, leurs enfants, de pas avoir pu, dire: «Je t'aime», à qui ils avaient envie de dire: «Je t'aime» et cetera. Donc repensez bien à ça, revoyez vos priorités et par pitié, prenez soin de vous, n'attendez plus. Voilà, merci à Hugo en tout cas pour toutes les ressources aussi gratuites que tu proposes, sur le site, sur la chaîne, voilà, n'hésitez pas, ne restez pas seuls. Vous n'êtes pas, de loin pas les seuls à vivre de la souffrance au travail. Merci beaucoup Julie, c'était super inspirant. Merci beaucoup et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.